La lumière du soleil filtre dans une grande chambre où un petit bébé blond dort paisiblement dans son berceau orné. La jeune fille s'agite, commençant à se réveiller alors que la lumière du matin inonde la pièce. Se regardant dans le miroir, l'enfant aux yeux bleus fixe son reflet avec une expression de discrète réalisation. La panique saisit la petite fille qui réalise avec un sursaut qu'elle a de nouveau régressé. Une mystérieuse figure encapuchonnée étudie une ancienne prophétie sous une verrière brillante et radieuse dans un temple sacré. Des plumes flottent dans l'air, tandis que l'Église et la famille impériale s'agenouillent, commençant leur recherche d'un sauveur promis. Des membres du clerc parcourent les rues de la ville, examinant chaque enfant dans l'espoir de trouver l'élu. La recherche s'intensifie alors que des hauts fonctionnaires inspectent personnellement les enfants dans l'enceinte des domaines nobles et des orphelinats. Un observateur aux cheveux argent veille sur un village tranquille où des enfants jouent, poursuivant la chasse l'enfant divin. Deux hommes en robe réagissent avec un choc soudain en rencontrant enfin l'enfant spécifique qu'ils croient être destin. Malgré son manque de pouvoir divin, la jeune fille blonde est proclamée l'enfant du destin né le 29 février. Suite son adoption officielle par la famille impériale, un noble guide la petite fille confuse travers les jardins du palais. Sous les yeux vigilants du temple, la jeune fille passe ses premières années immergée dans des études académiques rigoureuses et exigeantes. Debout dans un cercle magique lumineux, la jeune fille admet tristement que ses pouvoirs divins n'ont montré aucun signe d'éveil. La déception se transforme en désespoir alors que la famille impériale et le temple commencent à perdre toute foi en leur supposé sauveur. Une nouvelle fille aux longs cheveux noirs arrive aux portes du palais, signalant un changement dans les espoirs de l'Empire. Traite de trompeuse et condamnée par son peuple, la femme est finalement sacrifiée dans une tentative désespérée de sceller un dieu maléfique. Le temps commence à se défaire alors que les souvenirs de ses vies passées tragiques défilent dans un tourbillon d'horloges qui tic-tac. Un haltement aigu retentit alors que la jeune fille blonde se réveille dans son berceau, projetée de nouveau dans son corps d'enfant. Tendant ses petites mains vers le ciel, elle remercie Dieu pour une nouvelle chance et jure de bien vivre. Sa résolution s'effondre en larmes lorsqu'elle réalise que c'est déjà sa 4e vie et qu'elle a de nouveau échoué. Assise dans son berceau, la jeune fille reste alerte, anticipant l'arrivée imminente de la formidable impératrice douairière. 3 femmes, menées par une naine aux cheveux argent, entrent dans la pièce avec des sourires chaleureux et joyeux et des liasses de papier. Un portrait révèle le duc Amitié, le héros célébré connu dans tout l'Empire pour sa juste protection de l'ordre. La scène se déplace pour décrire le duc Valois, un homme appartenant à une famille prestigieuse réputée pour avoir produit des érudits légendaires. Finalement, la silhouette du duc Doublode apparut, représentant le méchant le plus puissant et le plus riche de tout l'Empire. Dans un souvenir de sa vie antérieure, la jeune fille blonde sourit à son père, dont on disait qu'il était gentil. Serrant une carte faite à la main, ornée d'un îlet rouge, elle prépare un message sincère de gratitude pour son père. Son cœur bat la chamade d'excitation nerveuse alors qu'elle attend dans le couloir pour présenter le cadeau à son père. Le duc passe froidement devant sa fille sans un mot, la laissant seule avec son cadeau-rejet. Malgré la froideur entre eux, l'orpheline se dit qu'elle est simplement heureuse d'avoir enfin un père. Une belle femme aux cheveux noirs, nommée Mina, déborde d'admiration en parlant au duc dans un décor fleuri. Le duc regarde Mina, voyant en elle l'image parfaite de son premier amour perdu et décédé. Mina s'accroche triomphalement au bras du duc, se vantant de son nouveau statut, tandis que la jeune fille blonde observe de loin. Debout dans l'obscurité, la jeune fille blonde regarde en silence, réalisant qu'elle a été complètement remplacée. Accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis, la jeune fille crie derrière les barreaux, protestant désespérément de son innocence. Un ecclésiastique furieux la pointe du doigt, hurlant que ses actions sont pires que celles d'une bête. Dans la lumière bleue froide du cachot, son père la regarde avec rien d'autre que du pur mépris. Avec un regard glaçant,
son père exige qu'elle devienne un sacrifice pour prouver son supposé repentir pour ses crimes. Un dernier ordre sans cœur résonne, lui disant de mourir pour le bien de Mina et du reste du monde. Alors qu'elle tombe vers sa première mort, la faucheuse l'attend avec une faux pour accueillir son esprit mourant. Elle se réveille en sursaut, allaitante, réalisant qu'elle a subi sa toute première régression vers l'enfance. Elle se souvient de sa deuxième vie avec le duc Valois, qui maintenait une belle façade malgré l'obscurité au sein de son foyer. La violence éclate dans l'ombre, alors que son deuxième père la frappe, enragé qu'elle n'ait pas manifesté un blason divin. Une femme aux yeux froids observe les abus, mentionnant avec dédain les rumeurs répandues selon lesquelles la jeune fille n'est qu'une fausse sauveuse. Tendant une main menaçante, le duc hurle de rage, traitant la jeune fille terrifiée de complètement inutile pour lui. La mort la réclame une fois de plus, laissant même la faucheuse déconcertée par la rapidité avec laquelle elle revient à elle. Dans sa troisième vie, l'enfant sans le sou meurt de faim dans la neige, tandis que la faucheuse la supplie d'arrêter de mourir. De retour dans son berceau pour la quatrième fois, la jeune fille réalise qu'elle doit trouver une nouvelle voie pour survivre. Serrant un papier, la fillette blonde décide que son plan actuel est la seule voie à suivre. La femme de chambre en chef aux cheveux argent et ses assistantes restent bouche bée, choquées par les actions de la petite fille. La lumière du soleil baigne les immenses et orangés jardins du palais, tandis qu'un nouveau chapitre de la vie de la fillette commence. Debout devant la présence intimidante du duc, la minuscule fillette blonde lâche un haletement nerveux. Un portrait présente le plus grand méchant de l'Empire, le duc Théodore Doubled, froid et saisissant, aux cheveux argent. Transpirant sous la pression, l'adjudant aux cheveux bruns transmet la demande de l'impératrice Douarir d'héberger l'enfant. Théodore rejette la santé mentale de l'impératrice d'un regard froid, ordonnant que la petite fille soit renvoyée. Tandis que Théodore tourne le dos, la fillette l'observe, sachant exactement qui est cet homme redoutable. Éblouie par l'extrême beauté du duc, l'enfant blonde lui attribue avec humour un score parfait de 100. Tandis que l'adjudant tente de négocier, la fillette réalise que les menaces traditionnelles n'auront jamais d'effet sur Théodore. Le duc se tient près de la fenêtre, tandis que la fillette reconnaît son immunité à la pression de l'état pontifical. Réalisant l'immense richesse de la famille, la fillette blonde jure de rester et d'assurer son propre avenir. Dans une fantaisie effrante, la fillette Tibi imagine s'échapper de ce terrible empire avec une valise pleine d'argent. Paraissant sur une plage tropicale, la fillette rêve de trouver un véritable asile loin de son passé. La fillette complote avec un sourire malicieux, décidant que rester proche de Théodore est son passeport pour la liberté. Utilisant sa connaissance de l'avenir, la fillette blonde crie propos d'un audit fiscal inattendu venir. L'adjudant et Théodore observent, confus, incapables de déchiffrer l'avertissement inintelligible et aigu du bébé. Une simple bulle confirme la réalisation de la fillette que son message a été perdu dans la traduction. Frustrée par sa mauvaise prononciation, la fillette craint que son atout n'ait pas réussi à impressionner le duc. Une main ferme se tend soudainement et attrape la robe bleue de la fillette, l'arrêtant net dans son élan. Théodore soulève la fillette, ayant tonnamment compris son avertissement spécifique concernant l'audit du 7 décembre. La fillette met un doigt sur ses lèvres, disant espièglement au duc que l'information est un secret. Malgré la tension, la fillette offre audacieusement son aide à l'homme aux cheveux argent stupéfait. Un cadre décoratif affiche l'objectif ultime de la fillette. Elle veut que le duc l'adopte. Théodore interroge son adjudant sur les registres, tandis que l'homme reste sceptique face aux paroles d'une enfant de 4 ans. La fillette se rappelle comment un ancien audit fiscal a causé d'énormes dommages à la riche famille Doubled. Les yeux de Théodore se plissent tandis qu'il ordonne l'adjudant de vérifier immédiatement les informations étrangement précises de l'enfant. Levant les yeux vers le duc, le souffle coupé, la fillette se demande si son pari a finalement porté ses fruits.
Assis dans son fauteuil en forme de trône, Théodore insulte son odeur avant de lui ordonner un bain. La panique s'empare de la fillette alors qu'elle s'imagine être emballée dans une boîte et retourne à son orphelinat d'origine. Terrifiée d'être renvoyée, la fillette blonde se tourne et sprinte à travers le couloir de toutes ses forces. L'adjudant aux cheveux bruns et le duc fixent sous le choc total, tandis que la petite enfant fuit la pièce. Les petits pieds de la fillette bougent dans un flou frantique alors qu'elle tente d'échapper son destin perçu. Se tendant désespérément, la fillette blonde se jette sur la jambe de Théodore et s'accroche à lui fermement. Une aura sombre entoure le duc confus alors qu'il regarde l'enfant attacher sa botte. Levant les yeux avec des yeux pétillants, la fillette donne Théodore un sourire éclatant et adorable pour le charmer. Théodore est visiblement ébranlé par la persistance de la fillette, tandis qu'elle jure silencieusement de ne plus jamais affronter la mort. Hantée par ses vies antérieures tragiques, la fillette décide que la survie est plus importante que d'être aimée. Rayonnant de fausse joie, la petite fille trince la jambe du duc et déclare qu'elle l'aime bien. L'enfant blonde crie son plaidoyer désespéré pour rester, sacrifiant sa fierté pour une chance de vivre. Théodore tient fermement l'enfant, son expression froide commençant à se fissurer sous son barrage incessant et minuscule. Dans une pince de style tibi, la fillette supplie pour que son plan fonctionne alors qu'elle reste accrochée à Théodore. Le vaste et magnifique empire de Wixanthera est présent comme le grand théâtre de sa nouvelle vie. Un blason d'or représente Néréide, la religion nationale qui détient un pouvoir immense sur la vie des gens. Sous un sceau divin, la famille impériale siège dans la splendeur, bien que leur lumière dorée masque des ombres plus profondes. Deux élégantes nobles femmes apparaissent dans un flashback, représentant le réseau complexe des acteurs de la haute société. Les puissants chefs des 5 maisons ducales sont révélés, se dressant comme des piliers de la force de l'Empire. Des corps jonchent un champ de bataille sombre et ensanglant, soulignant la réalité violente derrière la redoutable réputation du duc. Théodore, aux cheveux argent, traverse le carnage, portant une cape tachée de sang qui cimente son statut de méchant. Théodore Doubled fixe intensément, tant devenu une force singulière et indomptable au sein de la structure de pouvoir de l'Empire. Théodore est assis royalement sur son trône, conservant son statut d'hôte actuel et froid pour l'enfant. Vêtue de blanc avec de petites ailes, la minuscule fille blonde est assise patiemment, désignée comme une invitée de marque. Soulagée d'avoir vite d'être renvoyée, Chibi Leblen s'essuie le front et note le caractère difficile du duc. Se souvenant d'une conversation passée sur l'orichalque, bébé Leblen répète l'information de localisation spécifique, choquant les auditeurs. Un groupe d'hommes intimidants, vêtus de sombre, domine la petite enfant. Leurs expressions initialement sinistres et impénétrables. L'atmosphère change lorsque les hommes donnent des pouces levés enthousiastes, au grand soulagement de la fille Chibi. Un vassal s'émerveille de son intelligence, tandis que Leblen se réjouit intérieurement du malheur à venir du temple et de son gain personnel. Deux vassaux concluent joyeusement que la jeune fille doit en effet être l'enfant du destin prophétisé. Bien qu'elle joue son rôle à la perfection, l'enfant blonde reste parfaitement consciente qu'elle est en fait une fausse sauveuse. Leblen note la nette différence dans son comportement lorsqu'elle est énergique par rapport lorsqu'elle a faim et est fatiguée. Lorsqu'un vassal tend la main vers elle, Leblen réagit par un haletement vif et surpris, mêlé de véritable peur et d'étonnement. Cherchant la sécurité, Leblen s'accroche fermement à Théodore, laissant le vassal rejeté l'observer avec un air abattu. Les vassaux commentent sa timidité, remarquant qu'elle ne s'ouvre que lorsqu'elle est assise en toute sécurité sur les genoux du duc. Serrant la poitrine de Théodore, Leblen réfléchit à sa peur profonde des hommes adultes, issus de cycles d'abus passés. Théodore lui ordonne froidement de s'asseoir, et la jeune fille obéit rapidement avec une réponse nerveuse et douce. Le vassal moustachu offre un bonbon rose en récompense de ces précieuses informations, faisant s'illuminer ses yeux. Perchée sur les genoux du duc, la jeune fille lutte avec l'emballage récalcitrant, ses petites mains incapables d'ouvrir la friandise.
Théodore lui arrache soudainement le bonbon, laissant l'enfant blonde les yeux grands ouverts, figé par le choc. Alors que Théodore tient la friandise juste hors de portée, la silhouette aux oreilles d'animal de Chibi le Blanc exprime son incrédulité et sa confusion totale. L'homme aux cheveux argent continue de taquiner l'enfant en lui refusant son prix, faisant tomber ses oreilles métaphoriques. Les larmes montent ses yeux alors qu'elle déplore la cruauté du duc pour avoir volé un bonbon à une petite enfant. La prenant au dépourvu, Théodore lui met délicatement la friandise dans la bouche d'un mouvement rapide et surprenant. Stupéfaite par le geste soudain, la fille blonde lève les yeux vers le duc, tandis qu'il la regarde en retour, impassible. Secouant la tête vigoureusement dans un style chibi mignon, la jeune fille refuse fermement la requête du duc. Lorsque Théodore l'interroge, Leblaine lève les yeux avec des yeux pétillants et déclare qu'elle est fermement de son côté. Un rare et authentique sourire illumine le visage du duc aux cheveux argent, ses yeux bleus s'adoucissant un instant fugace. Observant de loin, la chef des domestiques aux cheveux noirs se demande avec incrédulité si le froid duc a réellement souri. Théodore confie la jeune fille, avertissant la domestique de son bruit, tandis que Leblaine doute qu'il puisse jamais vraiment sourire. 3 domestiques joyeuses envahissent la jeune fille avec des offres de jeux, de collation et d'équitation pour gagner sa faveur. Entouré de fleurs et de douceur, Leblaine rayonne de pure joie, réalisant qu'elle a enfin trouvé un paradis littéral. Maintenant, dans une robe rouge, la jeune fille mange joyeusement du gâteau et résout des énigmes pendant qu'un cheval court à proximité. En murmurant que Linda est sa préférée, Leblaine conquiert avec succès le cœur de l'influente domestique aux cheveux bruns. Dahlia offre un bonbon spécial, se demandant pourquoi elle se sent si obligée de traiter la fille blonde de manière si unique. Répétant son astuce secrète de statut de favorite, Leblaine charme Dahlia tout en exprimant une fausse préoccupation pour les autres domestiques. Yuni aux cheveux roses succombe au charme de la jeune fille alors que Leblaine s'accroche sa robe avec de grands yeux innocents. Avec un murmure conspirateur, l'enfant dit Yuni exactement ce qu'elle veut entendre pour s'assurer de sa loyauté. Yuni est visiblement mue aux larmes, et la jeune fille célèbre une autre conquête réussie au sein de la hiérarchie du foyer. Les 3 domestiques applaudissent l'unisson, complètement captives par les démonstrations d'affection calculées et adorables de la fille blonde. Debout avec confiance, Chibi Leblaine fait un clin d'œil et envoie un baiser, son plan pour séduire le personnel fonctionnant parfaitement. Un sourire narquois traverse son visage alors qu'elle complote pour éviter le rejet qu'elle a subi dans la maison Valois. Léa, la chef des domestiques aux cheveux noirs, s'approche doucement de la jeune fille pour annoncer qu'il est temps de faire sa sieste. Un sombre souvenir refait surface, celui d'autres personnes murmurant propos de son faible pouvoir divin, réduit au silence par un ordre dur et résonnant. Léa défend férocement la jeune fille contre les domestiques bavardes, faisant lever les yeux de Leblaine vers elle, remplis d'admiration. Avec un sourire bienveillant et des mots doux, la femme aux cheveux noirs souhaite de beaux rêves à l'enfant pendant qu'elle dort. Enveloppée dans de douces couvertures blanches, la fille blonde s'endort enfin dans un sommeil paisible et longtemps attendu. Se retournant dans son lit, Leblaine se réveille au milieu de la nuit alors que son estomac met un grand grognonnement. Perchée dans l'obscurité, la fille Chibi affamée suce son pouce et réalise que les besoins de son corps la submergent. Panique, elle réalise que sa faim extrême l'empêche de maintenir la mentalité logique et adulte de ses vies passées. Les domestiques trouvent la jeune fille en vrac plus tard et Leblaine maudit son incapacité à anticiper les limitations du corps de bébé. Pleurant dans la pénombre de sa chambre, Leblaine s'essuie le nez tandis que sa faim devient insupportable. L'enfant blonde pousse les lourdes portes ornées et avoue qu'elle a désespérément faim. Poussé par une envie irrésistible de manger, Leblanc ignore les dangers de vagabonder dans le château la nuit. Ses petits pieds tapotent sur le couloir tapisse, inconsciente d'une silhouette sombre qui se cache dans l'ombre. Les yeux grands et larmoyants, la petite fille sprinte dans l'obscurité à la recherche d'un encas de fin de soirée.
Des souvenirs de famine et de réprimande pour son appétit hantent Leblaine alors qu'elle se remémore des vies passées de privation. Terrifiée et désespérée, la jeune fille dévore de la nourriture dans sa mémoire, reflétant son traumatisme profond lié à la famine. Leblaine se souvient vivement avoir vu d'autres manger pendant qu'elle souffrait, jurant de ne plus jamais mourir de faim. Une barrière mentale se brise alors que l'enfant blonde se retrouve incapable de maintenir sa perspective mature et adulte. Submerge par les instincts de son corps de bambin, une Leblaine frissonnante admet que sa pense logique l'a complètement trahie. Poussée par la pure survie, elle se résout trouver quelque chose à manger tout prix. Un montage montre la petite fille fouillant inlassablement chaque recoin du vaste et silencieux palais à la recherche de nourriture. Fouillant dans les armoires et rampant sous les meubles, la petite fille déterminée poursuit sa recherche frénétique d'une seule boucle. Pendant qu'elle cherche, une main ferme tend la main vers une poigne de porte, signalant que quelqu'un a découvert son mouvement. Ses yeux s'illuminent de joie alors qu'elle aperçoit enfin une simple miche de pain posée sur une table. Des larmes de pur soulagement coulent sur son visage, tandis que Leblaine serre le pain comme un trésor précieux. Craignant d'être découverte, la jeune fille se précipite dans le couloir, décide à manger son prix en toute sécurité dans sa chambre. Un bruit sourd et soudain résonne dans le couloir alors que l'enfant qui court heurte un obstacle inamovible. Se frottant la tête sous le choc, Leblaine lève les yeux pour découvrir une ombre massive et terrifiante planant au-dessus d'elle. Théodore se tient grand dans l'obscurité, fixant l'enfant tremblante avec une expression glaciale et impénétrable. La foudre claire l'extérieur, encadrant le duc comme une figure terrifiante, tandis que Leblaine réalise qu'elle a été prise en flagrant délit. Paralysée par la peur, la petite fille blonde se recroqueville sur le sol alors qu'elle fait face à la présence intimidante du duc. Son esprit s'emballe vers une histoire d'un homme exécuté pour avoir volé du pain, alimentant sa panique croissante. Hanté par le souvenir d'une femme riante, Leblaine s'imagine rencontrant une fin sinistre, la guillotine. Frissonnant de façon incontrôlable, la petite fille essaie désespérément de comprendre comment survivre à cette confrontation terrifiante. L'œil bleu brillant de Théodore se rétrécit alors qu'il exige de savoir pourquoi elle erre dans son château. Leblaine se recroqueville en boule, certaine que sa vie est finie alors que le duc l'accuse d'être une espionne. Théodore se penche, sa voix froide, alors qu'il interroge sa véritable identité et son rôle de sauveuse. Tremblante et incapable de parler clairement, la jeune fille gémit alors qu'elle fait face à l'intense examen de l'homme aux cheveux d'argent. Le duc déclare sa haine pour les menteurs et ceux qui prétendent être de son côté pour un gain personnel. Alors que Théodore réfléchit à la manière de la gérer, Leblaine éclate en sanglots et implore sa miséricorde. L'homme aux cheveux d'argent la regarde avec un visage sévère, exigeant qu'elle explique son crime. Sanglotant sur le sol, l'enfant blonde confesse finalement qu'elle a volé quelque chose au château. Théodore devine si elle a pris de l'argent ou une relique sacrée, mais Leblaine secoue frantiquement la tête en signe de dénégation. Quand il lui demande si elle a volé des secrets militaires, le bambin terrifié continue de pleurer et de refuser l'accusation. L'expression de Théodore se mue en incrédulité totale alors qu'il réalise l'absurdité de la situation. Dans un éclat de larmes, la petite fille Chibi lève son prix et gémit qu'elle n'a volé que du pain. Une image mentale amusante dépeint la personnalité grognante du duc parfaitement reflétée dans une miche de pain. Les 3 femmes de chambre se tiennent en ligne, honteuses et coupables d'avoir laissé la jeune invitée avoir faim. Leblaine est assise dans un grand fauteuil, mangeant enfin son pain, tandis que Théodore est là, l'observe de près. Là explique le cœur lourd que l'enfant a manqué le dîner car elle s'était endormie trop tôt. Théodore réalise que la voleuse n'était qu'une enfant affamée ramassant du pain que les domestiques avaient jeté. Submergée par la culpabilité, la femme de chambre en chef et son personnel déplorent leur échec à prendre soin correctement de Leblaine. Théodore tend la main vers la jeune fille, peut-être dans l'intention d'offrir du réconfort après le malentendu. Se souvenant de sa peur précédente, Leblaine recule violemment de sa main avec une expression de terreur authentique.
Un lourd silence tombe sur la pièce alors que le duc et son personnel regardent sous le choc la réaction de la jeune fille. Étonné et blesse, Théodore se demande pourquoi l'enfant qui s'accrochait autrefois lui est maintenant si effrayé. Leblaine enfouit son visage dans la robe de là, sanglotant qu'elle ne déteste pas le duc, mais qu'elle était vraiment effrayée. Elle réfléchit à la sécurité qu'elle ressentait autrefois, contrastée par la peur écrasante de penser qu'elle serait tuée. La tient doucement l'enfant en pleurs, lui apportant la chaleur et le réconfort dont Leblaine a désespérément besoin. Ses yeux tincellent d'une concentration soudaine et intense alors qu'elle se prépare à affronter le froid du dehors. Léa prend résolument l'enfant blonde dans ses bras, annonçant son départ afin que le bébé puisse enfin terminer son repas. Le personnel de la maison reste paralysé sous le choc, sidéré par la défiance audacieuse et protectrice de la femme de chambre en chef. Les yeux bleus lumineux de Théodore se plissent en un regard perçant et intimidant qui rayonne une aura de puissance écrasante. Une déglutition collective et nerveuse résonne dans la pièce alors que les domestiques tremblent sous la pression lourde et silencieuse du duc. Fermant les yeux avec un soupir las, le duc cède enfin et donne son approbation silencieuse et contre-cœur. Les servantes se déplacent comme un tourbillon, s'éloignant en courant avec l'enfant, tandis qu'un fort vrombissement résonne derrière elles. Bout de souffle, Léa s'effondre de stress, tandis que les jeunes servantes la complimentent d'être la meilleure. Paraissant minuscule et vulnérable, Leblaine présente des excuses en larmes pour sa faim constante et les problèmes qu'elle cause. Une main douce et réconfortante s'allonge pour toucher l'épaule de la jeune fille, offrant un geste silencieux de chaleur tant désirée. Léa serre l'enfant dans une tendre treinte, lui rappelant fermement que les bébés sont faits pour manger et dormir. Submergée par la gentillesse de la femme de chambre en chef, les yeux de la jeune fille blonde se remplissent de larmes scintillantes de pur soulagement sincère. La matinée de Leblaine commence par des salutations joyeuses alors qu'elle traverse les couloirs fleuris du château, pleines d'entrain. Les servantes sont complètement sous le charme. En marchant, Leblaine rencontre un jeune homme aux cheveux argent qui la regarde avec une expression distante et quelque peu sévère. Le jeune homme aux cheveux argent lui dit sans détour qu'elle devrait étudier, prenant la petite fille complètement au dépourvu. Des penses paniques traversent son esprit alors que Leblaine craint qu'un échec scolaire ne conduise son exil. Surprenant le jeune homme par son enthousiasme soudain, une Leblaine surprise crie son accord, tandis que des carottes flottent à proximité. L'adjudant aux cheveux bruns encourage le sévère duc à essayer d'appeler le nom de l'enfant avec un peu plus d'affection. Croisant les bras avec une moue obstinée, Leblaine suppose que le froid duc ne sait même pas qui elle est. L'adjudant se penche pour interagir avec la jeune fille, mais elle répond avec un regard de pure confusion, les yeux carquillés. Théodore s'arrête devant les lourdes doubles portes, jetant un dernier regard en arrière vers la petite enfant blonde et sceptique. Ouvrant les portes avec un panache dramatique, le duc annonce qu'il a un cadeau spécial pour elle. Une explosion vibrante de fleurs remplit la scène, signalant une transition vers un environnement beaucoup plus fantaisiste. Cidre de silence, les yeux de Leblaine s'écarquillent d'incrédulité totale devant le spectacle magnifique qui s'offre à elle. La petite fille entre prudemment dans la chambre sombre et apparemment vide, regardant autour d'elle avec une expression profondément perplexe. Un ordre terrifiant de l'enfermer est accueilli par les coups secs d'un marteau. Frissonnant de suspicion, Leblaine questionne les motivations du duc, tandis que l'adjudant remarque sa peur profonde et persistante. Un gros plan du regard de Théodore révèle une lueur d'inquiétude cachée alors qu'il observe la réaction de la jeune fille. Brisant le silence tendu, le duc aux cheveux argent prononce enfin son nom, Leblaine, avec une gravité tonnante et silencieuse. Son souffle se coupe alors qu'elle lève les yeux, captive par le changement soudain dans l'attitude glaciale du duc. D'un mouvement subtil, Théodore révèle une paume pleine de bonbons colorés et pétillants pour tenter l'enfant affamé. Hypnotisé par les sucreries,
Leblaine fixe le prix alors que la perspective des bonbons l'emporte sur ses instincts de survie. Une montagne de biscuits et de pâtisseries gourmandes est révélée, ressemblant à un rêve littéral devenu réalité pour le bambin. Le duc et son adjudant se tiennent côté d'une immense colline de sucreries, attendant la réaction de la jeune fille. Un cœur apparaît alors que Leblaine perd toute sa contenance, ses yeux pétillants de joie pure et non falsifiée. Plongeant tête la première dans le tas de friandises, la fille Chibi commence un festin frénétique et joyeux pendant que les hommes observent. Leblaine émerveille, réalisant que le duc a en fait créé une pièce de conte de fées juste pour elle. Montrant sa générosité, l'enfant offre des bonbons au duc, le réprimandant d'avoir essayé de manger seul. Théodore regarde la jeune fille, une image mentale amusante d'un cureuil apparaissant à côté de ses joues bombées. Un rare sourire moqueur apparaît sur les lèvres du duc alors qu'il taquine la jeune fille, la comparant à un écureuil en quête de nourriture. Théodore lui pince joueusement la joue douce, et Leblaine choisit de laisser l'insulte passer pour le bien des biscuits. Débordante de bonheur, la jeune fille lève les bras et remercie le duc d'un ton fort et sincère. Un sourire chaleureux et sincère perce enfin l'extérieur froid de Théodore, alors qu'il observe la joie rayonnante de l'enfant. Les servantes sont dans une frénésie d'excitation, présentant la jeune fille une variété de nouvelles robes adorables. La prenant la main dans le sac, Léa passe en mode strict alors que Leblaine essaie de cacher les 7 bonbons qu'elle vient de manger. Un vieux vassal offre la jeune fille un adorable sac en forme d'éléphant, ce qui lui vaut le titre de meilleur grand-père. Un sourire malicieux traverse le visage de Leblaine alors qu'elle réalise que le sac est parfait pour cacher ses futures fournitures d'évasion. Avec un sourire aimable, Léa informe la jeune fille que le duc la présentera officiellement à ses vassaux aujourd'hui. Les servantes adorent Leblaine dans sa nouvelle robe bleue, prédisant qu'elle sera bien trop mignonne pour la foule. Leblanc explique le système de parrainage, un projet traditionnel qui cache souvent la culture de talents nobles spécifiques et recherchés. La silhouette d'un noble supervise un diplôme doux, soulignant comment les familles transforment les jeunes parrains en atouts qu'elles désirent. Une main gantée dirige un étudiant flottant et des livres, représentant le soutien et l'éducation systématique offerts par les parrains nobles. Un jeune homme en tenue formelle se promène parmi les aristocrates, illustrant l'intégration aux communautés d'élite obtenues grâce au réseau du système de parrainage. Des joyaux et de la monnaie se dispersent sur un fond sombre, illustrant les fonds considérables investis dans ces parrainages de haute autorité. Leblanc constate que les enfants nobles provinciaux reçoivent désormais le parrainage de grandes familles, tandis qu'elle les observe avec une vive curiosité. Léa et les servantes invitent Leblaine à se préparer pour sa présentation officielle au puissant groupe de vassaux du duc. Une petite main en tient une plus grande, tandis que Leblaine se demande qui pourrait être l'incroyable enfant parrain de Doubled. Léa guide Leblaine vers un groupe d'hommes faisant l'éloge du brillant jeune maître Jude, tandis qu'il marche sur le tapis. 2 vassaux espèrent faire bonne impression alors que la très attendue réception sociale au château commence enfin. Leblanc fait une entrée grandiose, encadrée de fleurs, offrant un salut lumineux et charmant au groupe d'invités nobles rassemblés. Les vassaux sont instantanément conquis, rougissant et s'évanouissant devant le salut social poli, aux yeux écarquillés et absolument adorables de Leblanc. Les yeux de Leblaine s'écarquillent sous le choc en reconnaissant le garçon blond, Jude, debout parmi les adultes rassemblés. Une sombre prise de conscience frappe Leblaine. Elle reconnaît Jude comme l'une des personnes les plus viles et méprisables de son passé. Un souvenir refait surface de l'époque de Leblaine en tant que fille du duc valois, fréquentant une académie vêtue de rouge. Le souvenir révèle que Jude est un professeur qui, un jour, avait acculé une jeune Leblaine dans son bureau un instant. Dans le flashback, le professeur loue les bonnes notes de Leblaine tout en la dominant d'une manière profondément inconfortable et menaçante. Le souvenir s'assombrit alors que le professeur fait des avances dégoûtantes, cherchant à devenir le gendre du duc valois par l'exploitation. Jude, en tant que professeur, pointe lâchement du doigt et accuse Leblaine de l'avoir séduit après que ses actions sont révélées.
Le professeur soutient sans vergogne que si Leblaine avait vraiment été bouleversée, elle aurait signalé son comportement dès le début. Leblaine se souvient de sa peur paralysante, debout devant des silhouettes jugeantes qui n'avaient pas compris qu'elle était une jeune victime. Un texte narratif explique qu'un enfant victime ne comprend souvent pas, au début, les sombres intentions d'un professeur plus âgé. Le professeur se moque de son silence, affirmant cruellement que son incapacité à crier signifiait qu'elle avait apprécié la situation au final. Leblaine repense sa peur intense passe, qui lui avait gelé le corps et l'avait rendue totalement incapable de crier l'aide. Sa protestation passe à choux, entraînant seulement une petite réduction de salaire pour le professeur impénitent, tandis que Leblaine en subissait les conséquences. Finalement, Leblaine fut tiqueté comme immoral et expulse de l'académie, emportant sa valise dans l'obscurité de la nuit. De retour au présent, Leblaine serre son petit poing dans une rage ardente, voulant frapper Jude la tête. Tremblante de colère, Leblaine essaie de se calmer, se rappelant que son futur ennemi n'est encore qu'un enfant maintenant. Le jeune Jude rit arrogamment, se vantant de son niveau de compétence tout en se prélassant dans l'éloge des vassaux pour son talent. Leblaine observe avec un froid dédain Jude jouer une scène où son père résout des problèmes, rappelant ses jours à l'académie. Jude et Leblaine sont assis côte à côte sur un canapé rouge. Il a l'air suffisamment satisfait, tandis qu'elle reste calme et stoïque. Jude se penche avec un sourire sinistre aux yeux rouges, demandant Leblaine si elle a vu sa performance, tandis qu'elle le regarde, déconcertée. Le garçon blond regarde autour de lui avec méfiance pour s'assurer qu'ils sont seuls avant de laisser tomber son masque de politesse devant la fille. Jude murmure une insulte cruelle à l'oreille de Leblaine, la traitant de fausse qui ne pourrait jamais battre quelqu'un comme lui. Leblaine n'est pas impressionné, réalisant que Jude est en compétition avec une enfant de 4 ans et pense qu'elle est une rivale pour le parrainage. Choisissant la voie de la sagesse, Leblaine décide d'ignorer le garçon mesquin, adoptant un état méditatif calme et lumineux à ses côtés. Jude poursuit son harcèlement, la traitant d'enfant pitoyable, tandis que Leblaine le fixe d'un regard intense aux yeux bleus. Le garçon arrogant affirme que l'impératrice douairière a jeté Leblanc dans la décharge connue sous le nom de famille Doubled. Avec un sourire malicieux, Jude déclare que Leblaine est aussi une ordure, ce qui déclenche ses douloureux souvenirs de sa vie passée. Leblaine se souvient de son ancien moi, silencieux et brisé par de tels commentaires, mais ses yeux actuels brûlent d'un feu bleu. Un changement soudain se produit alors que l'expression de Leblaine se durcit en un regard de fureur absolue, son petit poing se serrant fortement. Se déclarant différente après avoir vécu 4 vies, Leblaine assène un puissant coup de poing sanglant au visage de Jude, choquant toute la pièce. La fillette déchaîne un brutal combo de coups de poing sur le garçon, son visage arborant un sourire trompeusement doux, les yeux clos. Jude jette vaincu dans un ring de boxe mentale, tandis que les servantes applaudissent la victoire décisive et unilatérale de Leblaine sur l'intimidateur. Le père de Jude, le baron Marco, se lève dans une panique furieuse, criant après Leblanc pour son attaque physique choquante. Jude feint des larmes et joue la victime, accusant Leblaine de l'avoir soudainement attrapé, tandis que son père le regarde avec inquiétude. Un gros plan de la petite main de Leblaine, pointant d'un air accusateur, signale qu'elle est prête à défendre ses actions avec panache. Leblanc pointe directement le garçon tremblant et en sanglots, ses yeux bleus carquillés par un air de choc fin et exagéré. Les vassaux observent avec une confusion carquille alors que Leblaine se prépare à retourner la situation contre l'arrogant jeune Jude. Leblaine pointe du doigt accusatoirement le garçon, affirmant qu'il a insulté la famille Doubled en la traitant de tas d'ordures. Un silence profond et lourd emplit la pièce, alors que les vassaux et les servantes réagissent avec un choc évident. Leblaine se demande nerveusement si son jeu dramatique était excessif, attendant la réaction du duc. Les aides du duc fondent en larmes d'adoration, qualifiant la petite d'ange courageux pour sa loyauté. Transpirant, la fille blonde sceptique observe la réaction émotionnelle exagérée des hommes avec une incrédulité totale. Jude nie tout frantiquement, pointant du doigt Leblaine et affirmant qu'elle est celle qui ment.
Théodore apparaît avec une présence terrifiante, déclarant que le garçon a insulté une enfant directement sous sa protection. Le baron Marco panique, faisant des excuses désespérées et affirmant que son fils était simplement contrarié et a commis une erreur. Le père poursuit ses supplications frantiques, insistant sur le fait que Jude n'oserait jamais se référer à Dumbledore de cette manière. Théodore offre Jude une seule et froide chance de dire la vérité, ses yeux bleus reflétant une autorité absolue. Le duc profère une menace glaçante, exigeant la vérité malgré la menace d'une punition physique brutale. Un gros plan de l'œil bleu brillant de Théodore intimide le garçon qui se tait, tandis que le duc offre un sursis. Une énergie sombre tourbillonne alors que Théodore avertit que l'incapacité à prouver ses dires entraînera de lourdes conséquences. Entouré d'un halo radieux et terrifiant, le duc exige une réponse finale sur la vérité de la situation. Leblanc observe avec une froide certitude, sachant que le garçon n'osera pas mentir face à la colère du duc. Tremblant et accablé, Jude finit par craquer et admet que l'accusation de Leblanc est bien la vérité. Une prise soudaine et ferme se fait entendre, alors que le baron Marco est saisi par le duc suite la confession de son fils. S'accrochant au manteau de Théodore, le baron désespéré implore sa vie tout en admettant avoir commis un péché mortel. Théodore ordonne froidement aux gardes d'emmener l'homme, son œil bleu brillant d'une résolution glaciale. Les gardes traînent le baron Marco en pleurs, tandis que son fils Jude s'effondre sur le sol en larmes. La scène se passe à l'extérieur grandiose du château, majestueusement dressé contre un vibrant coucher de soleil orange. Les aides du duc couvrent Leblanc d'éloges, admirant son courage d'avoir tenu tête au garçon plus âgé. Dans un flashback monochrome, Jude se moque de Leblanc tandis qu'elle feint un destin pitoyable et tragique pour manipuler la pièce. Le souvenir montre Leblanc agissant comme une victime impuissante pour s'assurer que les vassaux prenaient son parti contre Jude. L'ancienne insulte de Jude envers Dumbledore est montre, soulignant pourquoi Leblanc a choisi de riposter si froidement. Leblanc réfléchit que, si elle peut tolérer les insultes personnelles, elle ne permettra jamais quiconque de manquer de respect à sa famille. Se souvenant de son coup de poing, la petite ressent une légère piqûre de conscience, mais reste satisfaite du résultat. Leblanc sourit gentiment, heureuse d'avoir réussi à faire une impression si positive sur le cercle intime du duc. Regardant Théodore, la jeune fille se demande si elle a également réussi à gagner la faveur du duc glacial. Un aide tend la main l'enfant, riant et commentant qu'elle est plutôt mignonne. Leblanc se détourne brusquement, cachant son visage contre Théodore pour éviter le contact de l'aide. Les hommes concluent que Leblanc est timide avec tout le monde, sauf avec le duc, qu'elle aime clairement. Un aide sourit chaleureusement, notant que l'enfant semble réserver son affection uniquement La jalousie envahit les aides alors qu'ils observent le duc assis avec dignité, tandis que l'enfant ne s'accroche qu'à lui. Théodore prétend que l'attention est une nuisance. Pourtant, un sourire subtil et détendu suggère qu'il apprécie la loyauté de l'enfant. Leblanc admet que si elle voulait s'entendre, la mesquinerie du garçon a rendu toute la situation compliquée. Une bulle de texte lumineuse déclare que le plaisir vient après l'adversité, signalant un heureux changement dans le récit. Vêtu d'un nouveau manteau rouge, Leblanc applaudit joyeusement au milieu d'une place de ville animée. Leblanc marche avec Léa, constatant quel point sa vie a changé pour le mieux grâce aux vassaux. Grelottante de joie, la jeune fille a hâte d'acheter toutes les choses dont elle a besoin. La scène change tandis que Leblanc traverse la ville festive, admirant les décorations colorées et les étals. Leblanc s'arrête net en apercevant avec enthousiasme un magasin de jouets pendant sa sortie. Elle regarde à travers la fenêtre une poupée de lapin blanc, se souvenant de sa popularité de sa première vie. Un flashback montre une autre jeune fille serrant joyeusement la même poupée de lapin blanc dans le passé. La fille dans le souvenir s'exclame quel point elle aime la poupe, souriant avec une joie pure. L'expression de Leblanc devient sombre, alors qu'elle se souvient d'avoir été une enfant qui désirait désespérément ce jouet. Dans le souvenir, une jeune Leblanc pointe la poupe lapin et supplie son ancien prêt de l'acheter. Son père précédent lui dit froidement que l'argent devrait plutôt être utilisé pour sauver des enfants affamés. De retour dans le présent,
Théodore baisse les yeux et demande à la fille si elle veut toujours la poupée. Leblen baisse les yeux tristement et refuse silencieusement la poupe, hanté par le souvenir douloureux de son passe. Théodore constate que Leblen a acquis de la compassion au lieu d'un jouet, la regardant avec une douce approbation. Petite parmi les roses sombres, Leblen confesse silencieusement qu'elle voulait en fait vraiment la poupée lapin. Un souvenir fleuri montre une fille aux cheveux bruns serrant un lapin en peluche tout en remerciant joyeusement son père. Un homme aux cheveux bruns et l'uniforme d'ocre sourit chaleureusement au soleil pendant le flashback. D'un hochement de tête rapide et flou, la Chibi Leblen rejette le souvenir douloureux de son désir passé. Léa se rit vivement et demande à la fille si elle aimerait acheter des jouets pendant qu'elles font les magasins. Leblen réalise que la femme de chambre pense tort qu'elle fixe le magasin parce qu'elle veut des jouets. La petite fille ouvre la voie tandis qu'elle et les femmes de chambre entrent dans le magasin de jouets colorés et animés. Léa encourage l'enfant blonde choisir tout ce qui lui plaît parmi les articles de haute qualité du magasin. Les autres femmes de chambre joignent les mains et gazouillent, disant à la fille de choisir absolument n'importe quoi. Leblanc regarde autour de la pièce remplie de jouets avec de grands yeux, cherchant l'article parfait. La jeune fille s'arrête net, laissant échapper un halètement surpris en remarquant quelque chose d'inattendu. Une broche de fleurs rouges orne d'un ruban attire l'œil de Leblen, se distinguant parmi les jouets mécaniques. Leblanc fixe intensément l'objet, ses yeux bleus reflétant une contemplation profonde et sérieuse. Le corsage de lilier rouge est montré en détail, représentant un cadeau traditionnel de gratitude pour les parents. Une silhouette d'un couple de roturiers se tenant la main apparaît, symbolisant une vie de famille simple et aimante. Un texte narratif explique qu'au jour de la gratitude, les enfants offrent des œillets à leurs parents pour les remercier. Leblanc se sent tiraille, pesant l'importance de la fleur contre les jouets amusants qu'elle pourrait avoir. Les animaux en bois et les trains-jouets semblent supplier la fille de les acheter et de jouer. L'air triste et boudeur, Leblen lutte avec le poids émotionnel de son choix dans cette vie. Déterminé à ne pas gâcher une précieuse chance, Leblanc pointe fermement l'œillet et prend sa décision. Léa semble surprise et explique que le corsage d'Illet est un cadeau symbolique, pas un jouet. Leblen explique qu'elle veut l'offrir en cadeau à quelqu'un qu'elle aime, citant les traditions de l'orphelinat. L'expression de Léa se transforme en réalisation lorsqu'elle se souvient que la fête du jour de la gratitude est proche. Dans un souvenir au ton gris, Théodore semble dédaigneux, pensant que de tels sentiments ne seraient qu'un ennui. Chibi Leblen craint qu'être trop agaçante ne fasse que le duc la déteste, causant un problème. Léa sourit et accepte d'acheter le corsage, menant la joyeuse fille vers le comptoir du magasin. 3 vassaux marchent ensemble, et celui avec la moustache porte fièrement un œillet rouge sur sa poitrine. L'homme aux cheveux verts sourit et remarque la fleur, entamant une conversation sur la fête venir. Riant de fierté, l'homme moustachu confirme que sa fille lui a offert la fleur en cadeau. Il déclare avec vanité qu'élever des enfants apporte un bonheur unique que rien d'autre ne peut égaler. Les hommes conviennent que la richesse et l'honneur pâlissent en comparaison de l'amour témoigné par un enfant. Théodore passe devant le groupe, jetant un regard froid et de côté sur la démonstration émotionnelle des hommes. Les vassaux taquinent leur chef, affirmant que ceux qui n'ont jamais reçu d'Illet sont vraiment pitoyables. L'expression de Théodore devient dangereusement intense en entendant l'insulte involontaire des hommes concernant sa propre famille. Les vassaux se figent dans un choc soudain et les yeux carquillés en assimilant la froide réponse du duc. Détournant le regard avec un visage stoïque, Théodore admet froidement n'avoir jamais reçu de cadeau d'œillet. Les hommes sont frappés d'une réalisation fulgurante, horrifiés que les 3 fils du duc ne l'aient jamais remercié. L'homme aux cheveux verts essaie nerveusement d'en rire, disant que les garçons ne sont tout simplement pas aussi délicats que les filles. Le visage de Théodore s'assombrit en constatant qu'il n'a même jamais entendu un merci de leur part. Les vassaux paniquent, réalisant qu'ils ont accidentellement insulté le duc en qualifiant les circonstances de sa vie de pitoyables. Léa marche avec Leblen travers le grand couloir, la fille portant fièrement son cadeau dans une boîte.
Les 3 vassaux regardent avec une excitation joyeuse, leur visage s'illuminant en voyant la petite fille. Des larmes de joie coulent sur les visages des hommes alors qu'ils anticipent que le duc reçoive enfin un billet. Théodore regarde Leblanc. Leblanc, qui s'arrête, et le regarde en retour avec une expression légèrement nerveuse. L'imagination des vassaux les montre dansant et jouant de la musique lors d'une célébration festive de la gratitude de la jeune fille. Un sourire subtil et détendu apparaît sur le visage de Théodore alors qu'il admet que les œillets apportent en effet du bonheur. L'homme moustachu se penche en avant avec un large sourire, encourageant Leblanc à donner le cadeau tout de suite. Leblanc baisse les yeux sur la fleur rouge qu'elle tient, son expression douce et pensive. Se tournant vers Léa, la fille offre Léliet, la femme de chambre, avec un message d'amour réconfortant. Les 3 vassaux sont saisis d'un choc soudain et suant, réalisant qu'ils ont commis une grave erreur. Les yeux bleus glacials de Théodore brillent d'une intensité terrifiante alors qu'il réalise le manque de gratitude de ses propres enfants. Les hommes s'effondrent de désespoir alors qu'une bulle de pensée révèle leur horreur de voir Leblanc donner la fleur à une femme de chambre. Tandis que Léa fait joyeusement tournoyer l'enfant, Laide aux cheveux bruns pleure de peur derrière la silhouette sombre et menaçante du duc. Submergée par l'émotion, Léa promet en larmes de chérir Lillet, son visage rayonnant d'un bonheur sincère et réconfortant. Enlaçant la femme de chambre, Leblanc ressent un frisson soudain et inquiétant à l'arrière de sa tête, comme si elle était observée. Avec un son aigu et soudain de chic, Théodore se profile derrière eux, sa présence terrifiante exigeant l'attention immédiate de la jeune fille. Chibi Leblanc se retourne avec une expression effrayée, transpirant abondamment alors qu'elle fait face au regard froid et intense du duc. Théodore baisse les yeux avec une expression sombre, presque blessée, demandant doucement la jeune fille pourquoi il n'a pas reçu de fleurs. Souriant vivement, Leblanc explique qu'elle ne lui en a pas acheté une car elle supposait qu'il trouverait le geste agaçant. L'obscurité mane du duc Fic et jaloux, tandis que la femme de chambre et l'enfant poursuivent leur joyeuse célébration, complètement inconsciente de sa présence. Une toile filante traverse le ciel nocturne, tandis qu'un décret abolissant le jour de la gratitude laisse tout le territoire sous le choc. Vêtu d'un bandeau oreille d'ours, Leblanc s'étale confortablement sur son lit, profitant de la lumière paisible du matin dans sa chambre. Le soleil éclatant illumine la luxueuse chambre à coucher, tandis que l'enfant se repose, entouré de fleurs et d'un décor doré élégant. Léa fredonne une joyeuse mélodie en nettoyant, l'œillet rouge fièrement épinglé à son uniforme pendant qu'elle travaille. Un gros plan montre la fleur rouge vibrante, servant de rappel constant du cadeau inattendu et réconfortant de la jeune femme. Le menton posé sur ses mains, la jeune fille heureuse rit doucement pour elle-même, ravie de sa vie actuelle au palais. Une série de coups polis, toc-toc, résonne dans la pièce, signalant l'arrivée de quelqu'un à la porte de la chambre. Laide aux cheveux bruns entre avec un sourire joyeux, demandant Leblanc si elle est prête à se rendre au bureau de son Excellence. Leblanc bondit avec enthousiasme, consciente que ses progrès seront rapportés à l'influente impératrice douairière plus tard dans la journée. Émue par son énergie, Laide essuie une larme de joie, tandis que la petite fille hoche la tête avec enthousiasme ses louanges. Marchant main dans la main, Laide et l'enfant font entendre des pas rythmés, tandis qu'ils traversent le grand couloir tapissé. Ils s'arrêtent alors que des serviteurs passent portant de grandes boîtes, poussant Laide à mettre un hénin confus et soudain. Il explique qu'il prépare des cadeaux pour l'anniversaire de l'empereur, ce qui fait que Leblanc lève les yeux avec de grands yeux curieux. Un sombre souvenir refait surface, celui de Leblanc regardant le duc valois emprunter de l'argent pour acheter des cadeaux excessifs à la famille royale. L'image se concentre sur un stylo-plume décoratif, symbole d'une erreur passée commise par une naïveté enfantine désespérée. Dans le flashback, un homme insulte cruellement la jeune Leblanc, la traitant de sangsue pour vivre aux dépens de la richesse de sa maison. L'homme traîne brutalement l'enfant en pleurs vers le grenier, lui ordonnant de rester caché de la vue de tous. Avec un bruit sec et soudain de Pâques, l'homme la pousse dans l'obscurité, aggravant encore son traumatisme d'enfance.
Deux jeunes garçons discutent du fait qu'aucun parent ne haïrait un enfant pour avoir simplement demandé des fournitures scolaires comme des stylos. Les garçons se demandent voix haute pourquoi Leblaine a été grondée, inconscient de la profonde discrimination qu'elle subissait. En les voyant s'éloigner, Leblaine réalisa que son absence de lien de sang signifiait qu'elle était haïe même pour des besoins insignifiants. Un texte narratif explique qu'en tant qu'étrangère, elle devait travailler désespérément dur juste pour éviter d'être haïe par les autres. De retour au présent, Leblaine sait qu'elle doit faire quelque chose de significatif pour s'assurer la véritable faveur du duc de Doublet. Une main ferme donne plusieurs coups de toc-toc contre la grande porte en bois du bureau privé du duc. Portant des lunettes, Théodore lève les yeux de ses papiers, son expression sérieuse et concentrée, tandis qu'il examine les documents. Avec un rapide tododo de petits pieds, Leblaine se précipite dans la pièce, appelant le duc avec excitation. Théodore lui rend un regard intense et indéchiffrable, provoquant chez l'enfant un hic soudain et effrayé. Tremblant légèrement, Leblaine s'inquiète d'avoir d'une manière ou d'une autre contrarié le duc, car son visage reste exceptionnellement froid et sévère. La scène bascule dans le chaos, alors que les aides et les femmes de chambre courent dans les couloirs avec des pas frénétiques de Tadak. Une vue grandiose du palais montre le groupe de recherche paniqué, tandis que Théodore se tient au premier plan, l'air intense. L'aide rapporte que Leblaine est introuvable, augmentant encore la tension dans le palais sombre et pluvieux. L'esprit de Théodore s'emballe, soupçonnant des assassins, des ravisseurs ou le Sénat de conspirer contre l'enfant innocent du destin. Les femmes de chambre appellent le duc, leur visage pâle de terreur alors qu'elles désignent une découverte inattendue. Des pas lourds et délibérés résonnent en approchant de la cour en pierre alors que le groupe de recherche converge finalement vers un lieu précis. Sous la pluie battante, il trouve Leblaine seul près d'une fontaine, sa petite silhouette semblant. Léa appelle le bébé. Son cœur brise alors qu'elle se précipite vers l'enfant silencieux et trempé. Un gros plan révèle les mains de Leblaine tremblant avec un son de secousse, tandis qu'elle serre ses vêtements sous la pluie froide. Théodore domine la scène, son expression mêlant choc et inquiétude naissante alors qu'il observe la jeune fille. Frissonnante et pieds nus sous le déluge, Leblaine semble complètement brisée, un contraste frappant avec son être habituellement vif. Des pieds nus traversent la cour pavée et humide, tandis que la pluie continue de tomber. Sous la forte averse, Leblaine offre Liet l'homme aux cheveux argent, lui exprimant son affection. Les larmes montent aux yeux de la jeune fille alors qu'elle serre la fleur rouge, submergée par une émotion soudaine. Dans un souvenir frappant, l'homme aux cheveux argent la renvoie froidement, lui ordonnant de retourner dans sa chambre. L'enfant sanglote dans le flashback au ton gris, s'excusant désespérément pour une erreur involontaire qu'elle avait commise. La servante aux cheveux sombres halte d'horreur, témoin de l'interaction froide entre le duc et l'enfant tremblante. Fermant les yeux de douleur, l'aide aux cheveux bruns reste silencieux, tandis que la scène de rejet se déroule. Les yeux bleus intenses de Théodore percent l'obscurité, reflétant le poids lourd et inexprimé de ses pensées. Frissonnant dans sa chemise de nuit, Leblaine se tient pieds nus sur le pave froid, la fleur rouge toujours dans ses mains. Le récit souligne quel point la vue de l'enfant pâle et désespéré se frottant les mains était vraiment déchirante. La scène change alors que l'homme aux cheveux argent conduit la petite enfant dans une salle de bain luxueuse et chaude. Leblaine se blottit de peur, terrifié que le duc ne lui pardonne jamais l'incident avec Liliet. Une prise de conscience soudaine la frappe, alors qu'elle s'inquiète des conséquences de la rupture de l'objet précieux. L'imagination de l'enfant s'emballe d'effroi, craignant d'avoir été amené ici pour une torture par l'eau. Sa panique est accueillie par un doux claboussement soudain, alors que l'homme place une bassine d'eau devant elle. Les yeux de Leblaine s'écarquillent de choc. Son cœur s'emballe, tandis qu'elle assimile les actions inattendues et douces de l'homme. Avec un doux claboussement, Théodore lave les pieds froids de la fille, lui demandant doucement si elle a mal. Alors que l'enfant secoue la tête en signe de déni, le duc reste silencieux, concentré sur la prise en charge de sa frêle silhouette tremblante.
Baissant timidement les yeux, la toute petite admet en bégayant que ses pieds lui font en fait un peu mal. Le Blaine ressent une vague de soulagement alors que le toucher de l'homme devient encore plus tendre pendant qu'il lui nettoie les pieds. Théodore baisse les yeux avec une expression sérieuse, avertissant la fille de ne pas errer dans le château tard dans la nuit. Levant les yeux avec de grands yeux larmoyants, le Blaine se demande nerveusement si le duc nourrit toujours de la colère envers elle. L'homme tend la main pour lui sécher doucement la tête, sa grande main contrastant fortement avec sa petite silhouette. Un rare et authentique sourire illumine le visage de Théodore alors qu'il rassure la fille qu'il n'est pas en colère contre elle. Étonné par sa gentillesse, le Blaine touche ses cheveux avec incrédulité, ses yeux scintillants d'un espoir et d'une merveille retrouvée. La lumière du soleil baigne les grandes tours du château de Doubled, annonçant une nouvelle matinée paisible sur le territoire. Alors que le soleil brille travers les fenêtres, le récit évoque la sensation des jours passés, comme marcher sur de la glace. Le Blaine jette un œil prudent derrière une porte, remarquant que le duc n'a montré le moindre signe de déplaisir. Reposant en évidence dans un vase en verre sur le bureau du duc, l'Ilier rouge se dresse comme un trésor chéri. Vêtue d'une nouvelle robe à froufrou, la fille aux cheveux orange s'interroge sur les véritables pensées du duc concernant sa présence. Elle se souvient des rumeurs terrifiantes de la cruauté passée du duc de Doubled envers ceux qui manquaient de bonnes manières. Les servantes saluent le Blaine avec des sourires joyeux, notant que le duc a même commencé à prendre ses repas avec elle. Regardant autour d'elle avec curiosité, la toute petite demande aux servantes où se trouve Léa, la tête penchée dans un geste mignon. Les joyeuses servantes expliquent que Léa est occupée, puis invitent avec enthousiasme la jeune fille à visiter la grande bibliothèque. Ravi par l'atmosphère chaleureuse, le Blaine glousse et réalise qu'elle apprécie vraiment sa vie au domaine de Doubled. Les servantes pillent débordantes d'énergie, la fille heureuse lève les mains de joie, entourée d'un chant magique de trèfle à 4 feuilles. Le blanc se tient bouche bée devant les immenses étagères imposantes de la bibliothèque, l'ampleur du savoir paraissant immense. La servante aux cheveux roses rayonne d'excitation, présentant la jeune demoiselle divers livres à choisir. Les servantes proposent une sélection douteuse de livres sur l'escroquerie et la manière de traiter les gens qui méritent une raclée. Affichant fièrement un livre sur le prêt d'argent, la servante aux cheveux roses insiste sur le fait que c'est la voie du vrai succès. Une bagarre comique et soudaine s'ensuit alors que les servantes se disputent pour savoir quelles leçons de vie sont les plus importantes pour l'enfant. Le Blaine décide de maintenir son rôle d'illettré, prévoyant de choisir un livre uniquement en fonction de sa jolie couverture. Son attention est attirée par un mystérieux volume uni sur l'étagère, qui, étonnamment, n'a aucun titre visible. Le livre luit d'une lumière d'un autre monde, sa couverture unie cachant un secret qui semble significatif pour la jeune fille. Ouvrant le livre, le Blaine lit la victoire de l'empereur fondateur Fried Ier sur le maléfique serviteur Ivan. Une illustration historique dépeint une figure encapuchonnée tenant une épée sombre. Les registres expliquent que le contact avec une relique divine est la clé essentielle pour veiller un pouvoir magique dormant. Une autre illustration montre qu'un médium est nécessaire pour exercer le pouvoir une fois qu'il a été manifesté avec succès. Le Blaine fixe intensément le texte ancien. Son esprit s'emballe tandis qu'elle assimile cette connaissance dangereuse et cache. Le livre mystérieux brille d'une lumière sinistre, emplissant le Blaine d'un soudain sentiment de destin imminent. S'accrochant au volume, la jeune fille se demande pourquoi elle a trouvé un cri concernant une ancienne divinité maléfique. Le texte décrit comment Néréide, la protectrice de l'Empire, a réussi à sceller le calamiteux dieu maléfique pour la sécurité de l'humanité. Au fil des siècles, le sceau divin s'est affaibli, permettant un puissant artefact magique de se manifester et d'être finalement découvert. Un rituel sacré est dépeint, montrant une femme en blanc invoquant une croix lumineuse au milieu d'une foule d'adorateurs. Un souvenir traumatisant du rituel sacrificiel hante le Blaine, lui faisant souhaiter une fin rapide à son agonie.
Fouillant les étagères de la bibliothèque, la femme de chambre aux cheveux roses cherche d'urgence la fillette qu'elle appelle son bébé. Agissant comme une enfant effrayée, le Blaine prétend qu'elle se cachait parce qu'elle avait peur de la statue de lion de la bibliothèque. Le groupe de femmes de chambre piaille de joie. Leur cœur fond. La femme de chambre aux cheveux noirs, Léa, s'approche avec un sourire chaleureux, sa présence apportant une atmosphère calme à la bibliothèque animée. Folle de joie par l'affection du personnel de maison, le Blaine rayonne d'un sourire lumineux et authentique de pur bonheur. Lorsque les femmes de chambre lui proposent de lui montrer plus du domaine, la fillette accepte avec enthousiasme par une joyeuse acclamation. Dans la grande salle du trône, le duc Théodore est assis royalement, tandis qu'un aide se tient au garde-à-vous près des escaliers recouverts de tapis. Le point central est la magnifique tapisserie de l'empereur fondateur, ornée d'écritures anciennes et d'un symbole de clé d'or. Théodore réfléchit au sang et aux conflits nécessaires pour obtenir la tapisserie légendaire durant ses rudes campagnes militaires. Malgré la profonde envie du palais impérial, ils n'ont jamais pu arracher le précieux artefact à la famille d'Abold. Assis sous la tapisserie, Théodore incarne la puissance militaire qui a fait de son territoire une force à craindre. Le Blanc se souvient comment d'autres nobles moins importants ont commencé à imiter le duc en décorant leur propre maison avec des tapisseries de moindre qualité. Le récit montre divers nobles affichant fièrement leurs bannières décoratives, tentant d'imiter le prestigieux style d'Abold. Une présence soudaine et lourde s'approche du trône du duc, faisant transpirer le Blaine nerveusement alors qu'elle pressent un visiteur. Au son de pas rythmés, un nouvel invite entre dans la salle et offre un salut formel au duc d'Obled. Le visiteur est identifié comme le marchand Turba, un homme dont le visage déclenche instantanément une sombre réalisation chez le Blaine. L'enfant regarde, les yeux carquillés sous le choc. Son esprit s'emballe alors qu'elle se demande pourquoi cet homme précis est apparu ici. Le marchand Turba s'incline profondément avec un sourire poli, se présentant comme un humble négociant cherchant une audience. Il prétend posséder des objets rares qui pourraient rivaliser avec les trésors actuels du duc, suscitant l'intérêt parmi les aides du château. Un souvenir révèle que Turba est en réalité un escroc notoire qui a autrefois escroqué la famille royale avec des contrefaçons. Debout près de Léa, le Blaine lance un regard suspicieux au marchand, craignant qu'il n'ait l'intention de monter une escroquerie contre les Doubled. Turba ouvre un tui en cuir pour révéler une tablette de pierre lumineuse inscrite de mystérieux caractères anciens. Il décrit l'artefact comme une tablette de pierre sacrée qui aurait reçu un oracle divin dans les temps anciens. Les aides du palais discutent de l'immense valeur de l'objet, le croyant être une relique sacrée du dieu principal. L'aide aux cheveux bruns suggère que la tablette serait un cadeau idéal pour la prochaine célébration de l'anniversaire royal de l'empereur. Théodore reste sceptique, remettant en question l'authenticité de la tablette, tandis que Turba insiste sur le fait que son histoire et son pouvoir ont été vérifiés. Le marchand poursuit son argumentaire persuasif, gesticulant de ses mains pour souligner la prétendue rareté de ses découvertes. Se vantant de la réputation de sa firme, Turba affirme avoir personnellement découvert la relique sur un dangereux plaque-ancien. Il raconte de manière dramatique une histoire déchirante où il a survécu à une horde de monstres juste pour sécuriser l'artefact pour le duc. Insensible à l'histoire théâtrale, Théodore se penche en avant et demande froidement au marchand le prix final de l'objet. Turba sourit avidement en annonçant son prix astronomique, une somme stupéfiante de 100 millions pour la tablette de pierre. Les aides haltent devant le coût exorbitant, tandis que le Blaine jette un coup d'œil autour d'eux, sa suspicion de fraude s'intensifiant. Briseuse de tension, le Blaine intervient avec une demande enfantine, affirmant qu'elle veut voir la roche lumineuse elle-même. Tandis que les aides restent prudents, le marchand Turba regarde la jeune fille avec une expression confiante et calculatrice. La fillette lève les bras dans une fausse démonstration de joie enfantine, maintenant avec succès sa façade innocente. Turba la salue comme l'enfant du destin, sa voix dégoulinante de faux respect alors qu'il essaie de l'impressionner. Il tend une main invitante,
encourageant la jeune fille à s'approcher de l'étui ouvert et examiner l'artefact. Avec un rapide tododo de petits pieds, Leblaine se précipite malgré les avertissements inquiets de Led concernant sa fragilité. Accroupie devant l'étui, la fillette sourit brillamment tandis que Théodore ordonne au personnel de la laisser satisfaire sa curiosité. Turba suggère avec moquerie que l'enfant du destin pourrait même être capable de lire le texte ancien pour eux. Tandis que Led se moque de l'idée qu'un enfant en bage puisse lire une langue morte, Turba propose une fausse traduction. Un gros plan sur la fillette révèle qu'elle annonce la véritable, plus sombre signification du texte. C'est en fait une pierre tombale. La pièce tombe dans un silence stupéfait, tandis que les aides et le duc regardent avec une incrédulité absolue et les yeux écarquillés. Pris dans son mensonge, le marchand Turba transpire grosses gouttes, son visage se tordant de panique à sa révélation. Leblaine pointe un doigt accusateur vers l'artefact, qualifiant intérieurement Turba d'imposteur, tout en gardant son sourire innocent de tout petit. Fixant la tablette de pierre, la jeune fille réfléchit à sa chance d'avoir vérifié les affirmations trompeuses du marchand. Led aux cheveux bruns est complètement stupéfaite, se demandant comment un si petit enfant pourrait déchiffrer l'écriture ancienne complexe. Le texte narratif souligne que même les plus hauts prêtres du temple ont du mal à déchiffrer plus de quelques caractères. Une femme mystique en blanc se tient au milieu d'une lumière éclatante, symbolisant la nature rare et divine de la traduction ancienne. L'air se remplit de magie alors que le récit annonce l'arrivée d'une traduction rare et vivante pour la langue ancienne. Des caractères tendus et illisibles démontrent quel point l'écriture ancienne s'est éloignée de la langue moderne de l'Empire. Leblaine se souvient qu'au moment de sa mort précédente, seules 3 personnes maîtrisaient cette langue oubliée. Visualisant les futurs maîtres, elle se souvient du prince héritier et du fils aîné du duc, Johann, qui l'ont finalement apprise. Une figure royale en manteau de saphir se tient au milieu de roses bleues, incarnant la puissance et le mystère du futur. Une image du moi adulte de Leblaine plane derrière sa forme actuelle, toutes deux possédant le savoir secret des anciens. La fille aux cheveux roux boude devant le mensonge ridicule du marchand concernant le soi-disant site d'excavation de la tablette sur le plateau. Une carte révèle que Calicis est des kilomètres du plateau, exposant toute l'histoire d'origine de Turba comme une fabrication. Les aides du château éclatent dans un cœur de choc, incapables de concevoir qu'un tout petit puisse lire une langue morte. L'aide aux cheveux violets exige des éclaircissements, stupéfaite par l'affirmation qu'une relique sacrée n'est en fait qu'une simple pierre tombale. D'un simple hochement de tête confiant, Leblaine confirme sa déclaration, tandis que la confiance de Turba commence visiblement à s'effriter. Se tournant vers le duc, l'aide aux cheveux bruns cherche désespérément la confirmation de la révélation impossible que l'enfant vient de faire. Entourée d'une aura florale, la jeune fille affermit sa résolution, déterminée à jouer son rôle et tromper la cour. Tandis que l'aide lui agrippe l'épaule incrédule, Leblaine révèle qu'elle a déjà préparé une réponse astucieuse à ses questions. Le tout-petit arbore son visage le plus adorable et innocent, dissimulant sa véritable ruse derrière un masque de pureté enfantine. Fondant la vue de sa mignonnerie, les aides rient et décident qu'un enfant aussi précieux ne mentirait jamais. Un sourire sombre traverse le visage de Leblaine alors qu'elle se souvient comment la précédente enfant du destin, Mina, utilisait des tactiques similaires. Les souvenirs de Mina montrent la jeune fille utilisant ses prétendus dons divins pour manipuler la foi et la dévotion du peuple. Les fidèles s'inclinent devant Mina, louant son pouvoir divin, tandis que le récit contraste son influence passée avec le chemin actuel de Leblaine. Éclatante d'une énergie espiègle, Leblanc embrasse son rôle actuel d'enfant du destin pour déjouer ses ennemis. Terrifié par la menace sur son escroquerie, le marchand Turba crie paniqué, désespéré de faire taire les accusations de la jeune fille. Le marchand insiste sur le fait que le temple vérifiera ses marchandises, demandant avec moquerie comment quiconque peut prouver qu'un bébé est lettré. Leblaine le fixe d'un regard froid, pleinement consciente que sa soi-disant preuve n'est qu'une autre habile contrefaçon.
Les aides sont plongés dans un silence tendu, alors qu'ils pèsent le désespoir du marchand contre les affirmations choquantes de l'enfant. Turba tente une dernière défense, rappelant à tous que seul l'empereur fondateur fut capable d'écrire cette écriture. Sous un examen intense, Leblen réfléchit la façon dont sa situation diffère de celle de Mina, sachant qu'elle doit surmonter une suspicion profondément enracinée. Un gros plan malicieux du sourire de la jeune fille signale qu'elle est sur le point de porter le coup de grâce à l'arnaque. Levant les yeux vers la grande bannière des deux Bloods, le tout-petit se prépare à traduire le véritable nom secret de l'empereur fondateur. Leblen pointe vers la tapisserie royale avec un cri triomphant, l'air autour d'elle scintillant de magie aux motifs de dentelle. Le duc Théodore est frappé de mutisme par les mots de l'enfant, réalisant qu'elle a révélé un secret enfoui depuis des siècles. Les aides sont horrifiés lorsque la jeune fille révèle le véritable deuxième prénom de l'empereur, un fait qui change tout ce qu'ils savaient. Une figure sombre et encapuchonnée se dresse sur fond de vitraux rouge sang, représentant la tribu Seimon, interdite et maudite. Des notes historiques expliquent que la tribu Seimon était considérée comme la création d'un dieu maléfique, faisant de leur mention un tabou strictement interdit. Des ombres et des roses rouges emplissent le cadre alors que le récit réfléchit au poids de la ligne secrète de l'empereur. Une image d'un roi aux cheveux d'or couronné d'épines illustre le lourd fardeau de l'histoire cachée de la famille impériale. Dans une tentative désespérée de protéger son prestige, la famille impériale est montrée en train de brûler des documents pour effacer ses origines maudites. Leblen rayonne vers le marchand terrifié, sachant que sa connaissance des secrets nobles de haut niveau est son arme la plus puissante. Debout, grande et confiante, elle déclare que sa capacité à lire l'écriture ancienne est désormais indéniable pour toutes les personnes présentes. L'aide aux cheveux violets est sans voix, forcée d'accepter la vérité miraculeuse concernant les capacités extraordinaires de la jeune fille. Dans un moment de stupéfaction absolue, la cour reconnaît enfin Leblen comme une véritable et puissante enfant du destin. Tandis qu'un aide se merveille de son génie, un autre tourne sa fureur vers Turba pour sa tentative flagrante d'escroquer la maison. Le visage de Turba devient cendré et ruisselant de sueur alors qu'il réalise que sa fausse piété religieuse ne le sauvera plus. La panique consume le marchand alors qu'il réalise qu'il a été complètement déjoué par un simple tout-petit en robe à volant. Théodore se penche avec un sourire froid et prédateur, se moquant du marchand pour son audace de défier la preuve de la jeune fille. Le marchand Turba serre sa poitrine dans une terreur absolue, son monde s'effondrant alors qu'il affronte le jugement terrifiant et silencieux du duc. Leblen observe le marchand Turba trembler sous le regard froid du duc, reconnaissant la pression terrifiante qu'il exerce. S'agrippant son trône, le duc Théodore médite sur sa propre clémence, tout en fixant d'un regard furieux le moucheron devant lui. Avec un air de dédain absolu, le duc aux cheveux argent ordonne à Nox de jeter le marchand au cachot. Ses pas résonnant d'un rythme sourd, Théodore descend les escaliers avec une aura d'autorité froide et létale. Théodore s'avance, suggérant froidement qu'il vende le marchand pour trouver la foi qu'il proclame si bruyamment. L'aide aux cheveux bruns, Nox, incline la tête en une acceptation silencieuse et sévère du commandement impitoyable de son maître. Terrifié, le marchand Turba tend la main avec un cri désespéré, suppliant d'avoir un moment pour expliquer ses actions. Le marchand s'effondre sur le sol. Ses cris désespérés de pitié résonnent, tandis que le duc lui tourne le dos. La nuit tombe sur le palais silencieux, tandis que Théodore et Nox discutent de la vérité sous-jacente à la désespoir du marchand. Un texte narratif révèle que Turba était poussé par le besoin de fonds pour acquérir une sainte relique pour le pape. Regardant par-dessus la table, Leblen se demande quel artefact légendaire pourrait bien motiver une escroquerie aussi risquée et dangereuse. Nox présente un parchemin représentant un diagramme mystique, identifiant l'objet que Turba cherchait à obtenir. Une vision de Mina apparaît, tenant la radieuse étoile, la sainte relique qui lui conféra une immense puissance divine. Examinant l'ancien parchemin,
Leblaine remarque que la relique représentée possède une couleur différente de la célèbre étoile de Mina. Choc! La fille aux cheveux roux réalise que cet artefact n'est pas celui actuellement gardé dans les saintes voûtes du temple. Théodore coûte Knox expliquer que la découverte d'une seconde étoile explique la folie imprudente et fanatique du marchand. Pointant le dessin ancien, Knox demande où la seconde relique insaisissable est actuellement cachée. L'aide aux cheveux bruns tombe dans un silence pensif, pesant les implications politiques de la découverte d'un objet aussi puissant. Consultant une carte, Knox révèle que la relique se trouve juste en dehors des eaux impériales sur le territoire d'un autre continent. Théodore contemple la situation, tandis que Knox note que l'Église ne peut agir sans risquer une guerre internationale totale. Leblaine réfléchit au plan de Turba d'échanger l'étoile avec un roi étranger, réalisant pourquoi il avait besoin d'argent. Théodore se frotte le front de frustration pendant que Knox lui demande s'il a l'intention de négocier avec le souverain étranger. Rejetant la diplomatie comme une nuisance, le duc se lève, ses mouvements accompagnés d'un clic soudain et aigu. Entouré de fleurs épanouies, le duc offre un sourire glaçant, déclarant avec désinvolture qu'ils peuvent simplement partir en guerre. Stupéfait mais loyal, Knox accepte la déclaration, promettant de commencer immédiatement les préparatifs nécessaires pour le conflit à venir. Courant à travers les couloirs, Leblanc réalise que si l'Église agit contre elle, l'impératrice douairière les aidera. Hantée par les souvenirs, elle craint que le duc ne la défende pas contre la famille impériale pendant qu'il est parti en inspection. Fixant un abîme sombre et épineux, Leblaine jure de s'échapper pendant que l'Église est occupée à la transporter vers la capitale. Leblanc entre dans la salle de stockage, apercevant une femme de chambre travaillant assidûment au milieu des caisses et des tonneaux. La femme de chambre aux cheveux bleus la salue d'un sourire chaleureux, et Leblaine demande mignonnement un verre d'eau fraîche. Se tenant au milieu d'une aura florale, Leblaine maintient sa façade de tout petit innocent pour désarmer le personnel de la maison d'Obled. Charmées par sa mignonnerie, les femmes de chambre l'aident joyeusement, tandis que l'eau coule dans son récipient avec un bruit d'éclaboussement. Leblaine pointe du doigt un mignon sac à dos en forme d'éléphant, insistant sur le fait qu'elle doit l'emporter avec elle également. La femme de chambre accepte joyeusement d'aider, tandis que Leblaine célèbre intérieurement d'avoir réussi à obtenir une réserve d'eau vitale. Pensant son voyage venir, la fille se souvient des diverses collations qu'elle a déjà cachées pour son évasion. Se dépêchant de descendre les escaliers, Leblaine se concentre sur son prochain objectif, déterminée à rassembler tous les essentiels pour sa fuite. Elle entre dans une pièce débordant de pâtisserie, notant que les douceurs sont absolument essentielles pour son énergie et son endurance. Tentée par un bonbon d'or, elle décide que son estomac ne manquera pas seulement 2 petits morceaux de sucre. Avec un regard déterminé, Leblaine remplit son sac léfant de friandises colorées, tandis que son sac d'ado soupire en signe de protestation. Cochant mentalement sa liste, la fille se rappelle qu'une carte, des vêtements et des chaussures sont encore nécessaires. Se faufilant derrière un lourd rideau, Leblaine se prépare à emballer l'objet le plus important pour sa nouvelle vie de liberté. Elle découvre un lourd sac débordant de pièces d'or, célébrant la découverte de son trésor caché. Leblaine frotte joyeusement son visage contre son argent de poche, reconnaissante pour l'or qu'elle a réussi à obtenir des vassaux. Prise sur le fait, Leblaine sursaute lorsque Léa, la femme de chambre aux cheveux noirs, s'approche et lui demande ce qu'elle fait. Léa interroge ses plans avec suspicion, mais Leblaine essaie rapidement de cacher sa panique derrière un masque d'innocence enfantine. Léa serre la fille dans une tendre étreinte, souhaitant qu'elle grandisse entourée de l'amour sincère d'un parent. Avec un doux mouvement de caresse, la femme de chambre réconforte l'enfant, inconsciente du plan complexe que Leblanc est en train d'échafauder. Un gros plan sur l'œil de la fille révèle une étincelle de tristesse alors qu'elle réfléchit à sa conviction que personne ne l'aime vraiment. Poussant un cri dans un affichage stylisé de frustration, Leblaine déclare qu'elle préférerait souffrir plutôt que de retourner sa vie antérieure. Regardant l'expression bienveillante de Léa, la fille réalise qu'elle ne peut pas impliquer l'employé ordinaire dans son évasion dangereuse. Léa prépare des collations pour leur départ, tandis que Leblaine répond par un doux murmure réticent.
Sur fond de fleurs délicates et d'un oiseau qui chante, le narrateur commence un nouveau conte de fées fantaisistes. Les servantes aux cheveux roses, bruns et blonds tentent de réconforter la jeune fille avec des marionnettes mains espiègles. Le chagrin submerge le personnel, tandis que les servantes aux cheveux roses et blonds pleurent l'idée du départ du bébé. Les 3 servantes éclatent en un chœur de lamentations fortes et synchronisées, incapables de contenir leur immense chagrin. Tandis que les servantes s'embrassent dans leur misère partagée, le Blen remarque que celle aux cheveux roses tient une relique lumineuse. Les Blen se remémore les délicieuses collations et les joyeuses promenades cheval qu'elle a appréciées avec sa nouvelle famille aimante. Les larmes montent aux yeux de la toute petite, tandis qu'elle réfléchit à la façon dont ce foyer lui semblait être un véritable paradis. Remarquant ces larmes, les 3 servantes entrent dans une rage protectrice, exigeant de savoir qui a bouleversé leur précieux bébé. En voyant le visage triste de Léa, le Blen réalise avec un cœur lourd que partir signifie ne plus jamais la revoir. La jeune fille fait une crise de colère dramatique à la table de thé, appelant le duc malgré ses sentiments compliqués. Peu importe combien elle pleure, la réalité de son départ reste inchangée, tandis que Léa serre la relique bleue. Un cadre en dentelle décoratif signale un sombre tournant alors que le jour de l'arrivée des prêtres se lève enfin. Debout dans le grand hall, Led aux cheveux bruns se prépare à livrer le Blen, tandis que les servantes la regardent avec tristesse. Led questionne l'arrivée soudaine, mais le prêtre aux cheveux bleus sarcelle cite avec dédain le commandement absolu du pape. Déterminées à la protéger, les servantes aux cheveux roses et blonds remplissent une malle de provisions et d'une couverture chaude. Les yeux de Léa s'écarquillent d'alarme, tandis que le prêtre aux cheveux bleus sarcelle se profile derrière elle, sa présence semblant froide et intrusive. Avec un sourire prédateur et malicieux, le prêtre aux cheveux bleus sardelle demande d'un ton moqueur la toute petite comment elle va. Le Blen recule de peur, tandis que le prêtre feint la pitié, affirmant faussement qu'elle a dû souffrir seule dans cette maison. Le sourire du prêtre devient sinistre, tandis qu'il lui dit de ne pas s'inquiéter, son visage moitié caché par des ombres sombres et menaçantes. La terreur frappe le Blen lorsque le prêtre révèle que son nouveau père aimant sera le notoire et cruel duc valois. Le sang de la jeune fille se glace alors qu'elle se remémore les brutales bastonnades qu'elle a subies sous Valois dans sa vie passée. Des silhouettes sombres concluent un accord, tandis qu'une vision de la jeune fille, enchaînée lourdement, illustre son sombre passé. Tremblante d'un traumatisme profond, le Blen fixe ses propres jambes tremblantes, terrifiée par l'idée de retourner ce cauchemar éveillé. S'imaginant ligotée par des chaînes noires, la jeune fille crie de panique, désespérée de rester là où elle est. Le prêtre lui saisit brutalement le bras, provoquant un cri aigu de douleur qui horrifie Léa et Led. Perdant patience, le prêtre aboie sur l'enfant de bouger, l'avertissant que Dieu la maudira sûrement. Le prêtre hurle propos du devoir religieux, tandis que le Blen est submergé par l'odeur d'alcool et des souvenirs traumatiques. Paralysé par une soudaine attaque de panique, le souffle de la jeune fille se coupe, tandis que le poids de son... Des larmes coulent sur le visage de le Blen alors qu'elle tremble de terreur absolue, se demandant pourquoi son cauchemar se répète. Le prêtre domine l'enfant allaitante jusqu'à ce qu'une soudaine et brillante explosion d'énergie bleue éclate entre eux. Une voix impérieuse ordonne au prêtre de lâcher prise, et la main de Théodore se tend pour réconforter sa fille. Abasourdi, le prêtre et Led observent une aura sombre et terrifiante se manifester derrière eux. Le duc Théodore apparaît comme un dieu vengeur, ses yeux bleus brillant d'une intention létale envers le prêtre accroupi de peur. Le prêtre bagaille propos de l'accord préalable avec Valois, but the Theodore's cold, piercing gaze silences his weak protests. Une sombre claboussure d'encre rouge sang ponctue la déclaration glaçante du duc selon laquelle la discussion est maintenant rouverte. Les chevaliers de Théodore tirent leurs épées tincelantes à l'unisson, forçant le prêtre terrifié à crier que c'est ridicule. L'expression de Théodore reste froide comme la pierre et inébranlable, tandis que ses hommes encerclent les intrus avec de l'acier nu.
Un vide sombre et oppressant emplit l'air, tandis que le duc rappelle froidement au prêtre qu'il ne lui a jamais donné la permission de parler. Serrant la main du duc, une Leblaine sanglotante le regarde avec un mélange de choc et de profond soulagement. L'œil bleu de Théodore se rétrécit avec une focalisation nette et protectrice, tandis qu'il regarde l'enfant qu'il a revendiqué. Pine et énergie sombre s'enroulent autour de la main du duc, tandis qu'il exerce une prise crasante sur le bras du prêtre. Le prêtre hurle d'agonie, tandis que Théodore déclare que l'enfant est désormais officiellement sous la protection de la maison de Blood. Un son sec et craquant résonne dans le hall, tandis que la force écrasante du duc force le prêtre à genoux. D'un geste protecteur, Théodore attire la jeune fille près de lui, la protégeant du regard du prêtre. Théodore lance un dernier défi arrogant, disant à l'Église d'apporter un ordre de chevalier entier la prochaine fois. Leblaine renifle et s'essuie les yeux, fixant son prêt avec admiration alors qu'il se dresse comme son bouclier ultime. Théodore la reprimande de froncer le visage, tandis que Leblaine continue de gémir dans un éclat de pure libération émotionnelle. Au milieu de douces fleurs roses, une dernière pensée suggère que la jeune fille doit se laver pour être de nouveau présentable. La toute petite appuie sa joue dans la grande main de Théodore, avec un soupir de contentement, se sentant enfin en sécurité et aimée. Le duc Théodore tient Leblaine protecteurement, tandis que le prêtre aux cheveux sarcelles tremble d'agonie sous son étreinte broyeuse d'os. S'éloignant avec l'enfant, l'aide aux cheveux bruns du duc ordonne aux fonctionnaires stupets de l'Église de partir immédiatement. Le prêtre aux cheveux sarcelles fixe, incrédule, son visage pâle alors qu'il réalise que la négociation est terminée. Un soudain et comique esblâme retentit alors qu'une botte gante envoie le prêtre important voler vers sa calèche qui l'attend. Alors que le soleil se couche sur le grand manoir du bled, l'atmosphère passe de la confrontation à une soirée paisible. Un homme moustachu, avec une tache rose sur la joue, invite le bébé à venir, mais Leblaine s'accroche plus fort Théodore. Tandis qu'elle tremble contre lui, Leblaine réalise que ce n'est que contre la poitrine du duc qu'elle se sent vraiment en sécurité. Léa et l'homme moustachu expliquent que le bébé est effrayé et implorent quelques heures ensemble. Théodore leur accorde la permission de partir avec Dain, laissant la domestique aux cheveux noirs et l'homme moustachu paralysés par le choc. Levant les yeux avec des yeux immenses et larmoyants, Leblaine offre de minuscules excuses pour être un tel fardeau pour le duc. Entouré d'une aura florale, Théodore interprète mal sa peur, supposant avec arrogance que l'enfant l'aime tout simplement beaucoup trop. Un silence confus tombe sur le couple, tandis que des frères et des étincelles décorent l'expression inattendument douce mais maladroite du duc. Bégayant leurs remerciements, Léa et l'homme moustachu se précipitent hors de la pièce tandis que la porte commence à grincer. La lourde porte se ferme finalement avec un clic sec et retentissant, les enfermant tous les deux dans la pièce silencieuse. Leblaine regarde avec des yeux carquilles d'émerveillement, son esprit s'emballant l'idée que le duc l'ait réellement appelée sa fille. Le visage de Théodore est moitié voilé d'ombre alors qu'il répète son avertissement mortel à tous de rester loin d'elle. Tremblante et agrippant ses revers, la jeune fille demande d'une petite voix tremblante si elle peut rester ici pour toujours. Elle promet de manger très peu et de se comporter parfaitement, désespère de rester dans le premier endroit qui lui a semblé être une maison. Un gros plan de l'œil bleu scintillant de Leblaine capture l'espoir intense et la vulnérabilité de son plaidoyer désespéré. De douces fleurs jaunes closent, tandis que Théodore lui sourit, la reconnaissant enfin avec une expression véritablement gentille et chaleureuse. Un feu chaleureux commence à crépiter dans le foyer, projetant une lueur douillette sur le visage inexpressif mais s'adoucissant du duc. Un tap-tap rythmique retentit alors que la grande main de Théodore réconforte doucement la petite fille appuyée contre son épaule. Entouré de fleurs de lavande, Leblaine s'endort paisiblement dans les bras du duc, tandis qu'un doux froissement accompagne ses mouvements.
Tenant un carnet de croquis jaunes, Leblaine demande gentiment Léa d'écrire quelque chose pour elle, et la domestique accepte joyeusement. Feux d'artifice et boules disco éclatent, tandis que Leblanc et les domestiques exécutent une danse de joie pour célébrer son adoption. Leblaine réfléchit à l'impressionnant pouvoir de la famille Doubled, notant avec quelle facilité ils ont écrasé le bras du prêtre sans aucune conséquence. Riant de la réalité corrompue, la jeune fille réalise que l'empereur a probablement été soudoyé avec du pur capital pour les aider. Flottant parmi de lumineuses fleurs jaunes, Leblaine décide que son plan est de grandir ici pendant au moins 5 ans. Elle estime que, vers l'âge de 10 ans, son esprit adulte sera plus facile à gérer et elle pourra enfin partir. Tandis que Leblaine rêve d'économiser de l'argent pour voyager, les domestiques papotent sur l'arrivée des 2 jeunes maîtres au château. Reprend un bouton brillant, les yeux de Leblaine se transforment en grands orbes bleus alors qu'un claquement net et soudain capte son attention. La domestique aux cheveux blonds avertit la petite fille d'être prudente, craignant qu'elle ne laisse tomber accidentellement le précieux objet brillant. Baigne d'une aura fleurie, Leblaine supplie pour le bouton, tandis que les domestiques prises lui offrent leur propre cœur. La domestique blonde refuse de le céder, craignant que le bébé ne l'avale, laissant Leblaine pleurer son fond de voyage. Un frénétique tic-tac retentit tandis que les domestiques travaillent avec une intensité terrifiante, leurs yeux brillants d'un labeur d'amour. Avec une concentration de maître, la domestique aux cheveux blonds coud méticuleusement une série de boutons pour leur précieuse petite dame. Présentant fièrement son travail, la domestique exhibe un collier de boutons personnalisé qui laisse Léa et Leblaine extasiés. La domestique aux cheveux roses aperçoit Lord Terramore et le Snat arriver dehors, se demandant ce qu'ils vont chipoter cette fois-ci. Jetant un coup d'œil par le rebord de la fenêtre, la curiosité de Leblaine est piquée en entendant le nom de Terramore mentionné par le personnel. Un gros plan révèle les traits sévères et froids de Lord Terramore, son regard perçant et empreint d'une ancienne autorité. Un haletement soudain et aigu s'échappe de Leblaine alors qu'elle regarde le vieil homme, ses yeux bleus s'écarquillant d'une reconnaissance immédiate. Avec un bruissement soudain, Léa et l'autre domestique tirent les rideaux rouges pour cacher Leblaine au Snat. Sentant la tension, Léa demande au bébé si elle veut aller manger quelque part loin des visiteurs. Une vision spia montre le duc mangeant un repas solitaire et rapide dans son bureau, toujours enseveli dans son travail. Leblaine se demande pourquoi il mange toujours seul et décide qu'elle le découvrira par elle-même si elle y va. Hantée par le visage du vieil homme, la jeune fille tente de se souvenir où elle a vu Lord Terramore dans son passé. De luxuriantes fleurs jaunes et violettes encadrent l'antre, tandis que les lourdes portes de la salle manger s'ouvrent lentement en grinant. La scène s'ouvre sur un grand dîner où Théodore est assis avec 2 garçons aux cheveux argentés, ses fils et les jeunes maîtres. Entrant dans la pièce avec un sourire clatant et joyeux, Leblaine salue sa nouvelle famille d'un grand bonjour. Alors que la jeune fille fixe les 3 doublaides aux cheveux argent, son œil reflète une réalisation soudaine et choquante concernant les frères. Théodore est assis à la table de la salle manger, ses yeux bleus perrants fixent sur l'entreux la rive de sa fille. Leblanc se tient devant ses nouveaux frères, des garçons aux cheveux argent qui la fixent avec des expressions intenses et très différentes. Le duc aux cheveux argent reconnaît sa présence d'un appel bref et calme de son nom. Surprise par le cadre formel, un petit haletement rapide s'échappe de Leblaine alors qu'elle observe la scène. Détermine d'être près de lui, la fillette se précipite vers Théodore, tandis qu'une série de pas rapides et légers retentit. Leblanc lève les yeux avec des yeux bleus scintillants. Son expression a un mélange d'innocence et de prudence profondément ancré. De grandes mains fermes s'abaissent et soulèvent la petite fille pour la déposer en sécurité sur les genoux du duc. Théodore présente Henri, son poli 2e fils, et Ishak, le 3e fils, plus jeune et l'air beaucoup plus agressif. Leblaine est frappée par la réalisation qu'elle est maintenant entourée de 3 versions miniatures du terrifiant duc. Un coup soudain et lourd résonne dans sa poitrine.
alors que le poids de la présence de sa nouvelle famille s'installe. D'un ton ferme, le duc présente officiellement Leblaine, ses fils, comme le nouveau membre de leur foyer. Henri offre un salut agréable, mais un coup soudain et brusque retentit tandis qu'Ishak pousse son frère de côté avec irritation. L'air distinctement peu impressionné, Ishak, aux cheveux argent, prononce son nom avec un regard aigu et perçant vers la fillette. Installé sur les genoux de Théodore, Leblaine soupire intérieurement, ressentant une pointe de jalousie de la rapidité avec laquelle les garçons ont grandi. Elle se souvient qu'Henri deviendra un génie de la finance, bien que d'autres le surnommeront moqueusement un renard évitant la loi. Posant son menton sur sa main, la fillette entre dans une profonde réflexion tactique sur ses deux formidables frères. Elle se souvient d'Ishak comme d'un futur chevalier légendaire et d'un voyou violent autrefois haï par le digue valois. Son sang se glace alors qu'elle se souvient de ces garçons comme des gardiens de Mina qui avaient autrefois cherché sa propre exécution. Des souvenirs traumatisants refont surface d'une vie passée où elle se cachait terrifiée tandis que les garçons Doubled la traquaient. Les ombres du passé planent alors qu'elle se souvient comment son cœur semblait rétrécir sous leurs regards. Secouant la tête vigoureusement, la fille essaie d'effacer les images terrifiantes et de se concentrer sur le présent. Elle serre ses petits poings, résolue à rester dans leur bonne grâce pour éviter les tragédies de son passé. Baigne dans une aura fleurie. Leblaine fait signe et arbore son sourire le plus inoffensif et adorable pour les séduire. Tandis qu'Henri maintient un sourire poli et pratique, les yeux bleus froids d'Isaac restent fixes sur elle avec une suspicion intense. Un coup soudain et lourd retentit alors que le regard lumineux d'Ishak la cloue au sol, son expression se durcissant d'une hostilité tacite. L'expression calme d'Henri change, tandis qu'un carillon aigu et résonnant retentit, révélant une intelligence froidement glaçante derrière ses yeux aigmarines. En les comparant, Leblaine réalise que si Ishak est agressif, Henri est celui qui semble véritablement dangereux. Se dressant au-dessus d'elle avec une aura menaçante, Ishak aboie une demande pour savoir si elle sait même manger. Perplexe devant l'étrange question, Leblaine offre une petite confirmation hésitante tout en flottant parmi des points d'interrogation confus. Un grand cri de surprise retentit alors qu'Ishak hurle qu'elle est un lapin, choquant le plus posé Henri. Bien qu'elle trouve le comportement d'Ishak idiot, l'attention de Leblaine se tourne vers Henri, qui est concentré sur la rédaction de documents complexes. La curiosité la gagnant, la fillette jette un coup d'œil par-dessus le bureau, tandis qu'un rapide grattement rythmique retentit. Les yeux de Leblaine s'écarquillent de choc alors qu'elle aperçoit les formules financières avancées et les théories économiques griffonnées sur le parchemin. Remarquant son regard, Henri lui demande si elle a une question, tandis qu'elle admet timidement qu'elle était juste curieuse. Isaac accuse son frère de détourner de l'argent, mais Henri explique calmement le but stratégique d'un fonds secret. Horrifié, se demande comment des enfants si jeunes peuvent discuter de sujets aussi corrompus et complexes avec une totale insouciance. Ishak se vante fièrement de son plan d'acheter du fer, désireux de lui montrer sa connaissance supérieure. Tandis qu'Isaac explique l'économie de guerre, Henri rejette la logique de son frère comme une façon de penser simpliste de marchand. Henri explique la supériorité de l'or sur la monnaie en temps de guerre, laissant l'irritable Ishak pour le moins dépassé. Flottant dans un vide surréaliste étoilé, Leblaine réalise qu'elle est entrée dans une famille de prodiges terrifiants de génie. Soudain, un cri aigu et fort retentit alors qu'Ishak pointe un doigt directement sur la fillette effrayée. Leblaine lâche un haltement rapide et surpris, tandis que le garçon agressif exige toute son attention. Isaac lance un avertissement létal, lui disant qu'il la tuera si jamais elle ose le mépriser. Panique! La fille agite les bras et le rassure rapidement en disant qu'elle respecte sa connaissance du commerce du fer. Immédiatement apaisée par ces louanges, l'expression d'Ishak se transforme en un sourire suffisant et satisfait alors qu'il la regarde. Baigné d'une énergie bleue tourbillonnante, Ishak déclare avec arrogance sa propre force, la prévenant de ne pas devenir trop arrogante.
Henri regarde son frère vantard avec un pur dédain, tandis que Leblen fixe d'un air absent la dynamique familiale chaotique. Henri sourit sombrement, lui rappelant de manière glaçante que la famille Doubleuld valorise les résultats bien plus que les liens du sang. La fille lève les yeux carquille, réalisant que sans sang Doubleuld, elle est dans une position précaire. Avec un sourire terrifiant et plaisant, Henri lance une dernière menace voilée sur le raccourcissement de sa durée de vie par la cupidité. Leblanc réalise qu'elle doit répondre rapidement, croyant que les enfants bien élevés sont ceux qui reçoivent de l'amour. Avec un sourire radieux et une aura florale, la fillette accepte joyeusement les demandes des garçons. Henri la regarde, complètement sous le choc. Ses yeux sarcellent écarquillés d'incrédulité face à sa réaction innocente. Une brise froide et soudaine traverse la pièce, tandis qu'Henri et Leblen réalisent quel point le moment était dangereux. Ishak brise la tension par un éclat de rire soudain et bruyant, trouvant la situation inattendue, amusante. Henri la regarde avec suspicion, ses pensées intérieures s'agitant, tandis qu'il s'interroge sur la vraie nature et les intentions de la fillette. Entouré de roses panouies, Leblen s'éloigne joyeusement, tandis qu'Henri reste profondément troublé par sa présence. Les yeux sarcelles d'Henri brillent d'une feinte verticale âcre, tandis qu'il se demande si elle est vraiment innocente ou calculatrice. Se souvenant de son brillant frère aîné, Henri refuse de croire qu'elle est inoffensive simplement à cause de son jeune âge. Le garçon aux cheveux argent réfléchit à l'intellect de sa famille, notant que même son frère idiot possède une certaine intelligence. Henri imagine une version sombre de Leblen jouant un jeu stratégique, convaincu qu'elle est bien plus rusée qu'il n'y paraît. Il reste plongé dans ses pensées, son expression se durcissant alors qu'il considère la profondeur cachée derrière sa façade enfantine. Henri se souvient de l'avertissement frénétique d'un officiel propos de l'enfant du destin et de la façon magistrale dont elle manipule son entourage. Un gros plan montre un homme criant qu'elle occupe les genoux du duc, aliment par le statique et une frustration croissante. Une série de lourds « thud » retentit alors qu'Ishak frappe une porte, tandis qu'Henri décide de garder un œil attentif. Henri surprend Ishak en train de faire des siennes et lui demande brutalement ce qu'il fait, surprenant son frère agressif. Ishak nie avec irritation qu'elle soit mignonne, tandis qu'Henri observe que tout le monde est déjà tombé sous son charme. Détournant le regard avec un léger rougissement, Henri admet intérieurement que la fillette a déjà réussi à charmer toute la maison. Un gros plan révèle l'œil bleu chatoyant et la joue rose de Leblen sur un fond de douces fleurs blanches. Malgré son scepticisme, Henri trouve ses joues potelées tentant à toucher, même s'il essaie de garder ses distances. Flottant parmi les roses, la voix d'Isaac fait écho à sa surprise que la fillette ait réellement compris sa discussion sur le commerce du fer. Henri reste ébranlable, son île brillant reflétant une ferme résolution de ne pas se laisser influencer par elle, comme les autres. Un grand boom retentit alors qu'Henri se tient au-dessus de Leblen dans le grand hall, l'atmosphère lourde de tension. Leblen le regarde avec inquiétude, se demandant pourquoi son comportement envers elle est si froid et interdisant. Sentant le lourd silence, la fillette décide qu'elle doit faire quelque chose pour briser la tension gênante entre eux. Leblanc offre un petit sac marron à Henri, qui regarde vers le bas avec une stupéfaction totale devant son geste soudain. Henri lui lance un avertissement froid de ne pas chercher un statut qu'elle ne mérite pas, son regard plein d'autorité. Un rapide tape retentit alors qu'Isaac s'approche, incitant Henri se demander ce que son frère impulsif mijote maintenant. Henri est choqué de voir Leblanc offrir le sac Ishak, réalisant que son frère pourrait être facilement manipulé. Une claboussure rouge soudaine apparaît tandis qu'Henri réfléchit que l'utilisation d'une arme signifie une défaite immédiate pour leur famille. Un pat sec retentit alors que Leblen tend la main vers un objet lumineux, déterminé à prouver qu'elle peut être vraiment terrifiante. Un grand tada retentit alors qu'Isaac brandit joyeusement une miche de pain, tandis qu'Henri le regarde avec incrédulité.
Leblaine est secrètement indigné que l'idiot mange le pain tout seul sans proposer de partager. Elle craint que sa faim croissante ne submerge son esprit d'adulte et ne la pousse à attaquer le jeune maître. Une série de lourds « thud » retentit alors qu'elle imagine être chassée du château pour avoir agressé Ishak. Secouant vigoureusement la tête, la jeune fille résout de rester disciplinée et de ne pas laisser son désir de pain l'emporter. Ishak sourit d'un air suffisant et fin, appréciant clairement son repas, tandis que la fillette le regarde attentivement. Un soudain froufrou retentit, alors qu'Ishak rit et lui dit qu'elle est sage pour une fois. Un doux sanglot retentit alors que Leblaine regarde le pain, les yeux larmoyants, sa résolution commençant à s'effriter. Un rapide coup de pouce retentit alors qu'Ishak lui tend la miche, lui demandant tonamment si elle en veut vraiment. Avec un souffle, Ishak lui jette le pain, affirmant qu'il ne le lui donne que parce qu'il s'ennuie. Un grand croc retentit alors que Leblaine mord dans le pain, ses yeux pétillants d'un pur délice sucré. Dansant de joie, la fillette célèbre le délicieux goût du sucre, tandis que cœurs et fleurs emplissent l'air. Il s'assied à côté d'elle, la regardant manger avec une expression curieuse, notant à quel point elle semble l'apprécier. Un mâche-mâche rythme retentit alors qu'Ishak mange son propre morceau, trouvant des excuses pour justifier le partage avec elle. Une série de rapides clic-clac de pas résonne sur le tapis rouge alors que quelqu'un s'approche des deux enfants. Un soudain haletement retentit alors que la domestique découvre le jeune maître et Leblaine mangeant ensemble dans le hall. La réprimande les enfants, leur rappelant qu'ils étaient censés attendre les collations spéciales qu'elle avait préparées. Un grand zap retentit alors que Leblaine pointe instantanément Ishak du doigt, rejetant habilement la faute du grignotage illicite. Un swish sec retentit alors qu'Ishak devient rouge-carlate, bégayant en admettant que c'est lui qui le lui a donné. Léa pardonne le grignotage secret de la petite fille parce qu'elle a partagé, au grand soulagement intérieur de Leblaine qui évite les ennuis. Entourée de motifs floraux, la voix de Léa annonce qu'il est l'heure de la sieste de l'après-midi du jeune maître. Radiante d'un sourire chaleureux, la servante tient Leblaine au milieu d'une pluie de pétales de fleurs et d'une lumière matinale éclatante. Faisant mine avec ses yeux bleus pétillants, la petite fille dégage un air de pure innocence en observant son environnement. Une soudaine bouffée de chaleur se fait sentir, alors qu'Henri devient rouge-carlate, ses yeux sarcelles s'écarquillant dans un moment de choc trouble. Se détournant avec une rougeur tenace, Henri s'insiste lui-même que la fille n'est pas mignonne, tandis que les fleurs closent proximité. En bordant la petite fille, Léa mentionne le dîner harmonieux, ignorante de la tension qui s'est réellement produite entre les enfants. Un doux et froid souffle retentit alors que la décourageante Leblaine réalise qu'elle ne peut pas révéler les véritables natures effrayantes des frères. Déterminée à survivre jusqu'à sa défection éventuelle, la petite fille réalise qu'elle doit activement courtiser la faveur des frères. Un ferme et rapide « saisis » retentit alors que Leblaine serre les poings, renforçant sa résolution de devenir un membre indispensable de la famille. Visualisant l'érudit Henri et le guerrier Ishak, la jeune fille décide qu'une exposition constante finira par faire fondre leur cœur. Encadrée par des roses et un effet de verre brisé, la petite fille se dresse avec une détermination féroce à changer son destin.